En tant que coach, je suis parfois, non, trop souvent, confronté à une certaine réticence de la part de certains élèves à se mettre en surplus calorique. Ce n'est pas seulement quelque chose que je constate avec mes coachés malheureusement, c'est une tendance que je vois de plus en plus chez des pratiquants débutants à intermédiaires, et qui est renforcée par le discours de certains sur les réseaux. Alors, le fantasme de rester sec à l'année et de prendre du muscle en le restant ne date pas d'hier, et il a toujours été commun de trouver des charlatans vendant des suppléments ou des programmes magiques permettant de construire du muscle sec, entre grosses guillemets, sec, tout en le restant à l'année. La grosse différence, c'est que maintenant, on a l'impression qu'ils sont sérieux et intelligents. J'ai moi-même par le passé, et on va en parler, été très hésitant à l'idée de prendre du gras, car j'étais très attaché à mon rendu à un body fat plus bas, que ce soit au niveau de définition musculaire, vascularité, visage, etc. Aujourd'hui, je me rends compte du temps que j'ai perdu sur ma progression et des soucis plus graves dont j'ai écopé en m'obstinant à vouloir rester sec. J'aimerais donc expliquer ce qui pose problème avec cette approche et avec le narratif poussé ces derniers temps sur les réseaux, et apporter les éléments qui vous permettront de maximiser votre prise de muscle, votre santé et d'améliorer vos relations avec votre corps et la nourriture à long terme. La vidéo sera divisée en 5 grandes parties. La première traitera de la question de maintenir un taux de masse grasse bas à l'année. On commencera par avancer des raisons qui justifient que les influenceurs embrassent un narratif valorisant inconditionnellement un physique sec. Ensuite, nous allons voir à travers mon expérience puis à l'aide de la littérature sur le sujet que rester très sec à l'année présente des risques. La seconde partie traitera de la prise de masse en tant que telle. Que nous dit la littérature sur les gains faits en maintien ou avec différentes tailles de surplus pour différents niveaux de pratique. La troisième partie parlera plus spécifiquement de la relation entre taux de masse grasse, niveau de pratique et probabilité de prise de muscle ou de recomposition corporelle. Entre autres, peut-on prendre du muscle en maintien ou en déficit calorique? Si oui, dans quelles conditions? Également, quelles sont les meilleures conditions pour faire un max de muscle? La quatrième partie traitera des problèmes de perception et de relation avec le corps que les réseaux sociaux peuvent cultiver chez les pratiquants. Tout d'abord, en présentant l'approche qu'un pratiquant ou influenceur choisirait de suivre si ces troubles causent en lui la crainte excessive de prendre du gras. Ensuite, en décrivant comment ceci se manifeste dans l'esprit d'une personne atteinte par ces troubles et dans les choix qu'ils feront pour leur pratique. Cette partie se terminera par ma propre expérience avec ces troubles de l'image de soi et les comportements que l'anxiété associée m'ont fait adopter. Enfin, la cinquième partie sera un guide sur la gestion de la balance calorique au fur et à mesure de votre pratique. Je présenterai différentes stratégies selon votre niveau de pratique et votre profil, puis je vous donnerai quelques considérations pratiques comme la gestion du comptage ou non des calories, les recommandations de santé vis-à-vis des nutriments, aliments, l'activité physique en dehors de la salle, et enfin, des stratégies qui pourraient aider ceux qui ont du mal à manger beaucoup à ingérer plus. La réalité du pourcentage de masse grasse bas à l'année. Niveau de sèche et réseaux sociaux. Je sais que ça fait rêver. Je sais que quand tu penses à un beau physique, tu penses à un influenceur, un acteur ou je ne sais qui avec un taux de masse grasse plutôt bas. T'as le droit de fantasmer sur qui tu veux, ça te regarde. Je sais que quand tu es sec, tu parais bien plus gros en photo. Et que les abdos ça pète. Et que les veines, c'est stylé. Là, c'est sexy. Là, c'est vendeur. Et ça, les influenceurs l'ont bien compris. On peut utiliser ce fantasme de tout le monde en vendant le fait d'être sec comme la situation idéale en toutes circonstances. S'il n'y a aucun inconvénient à être sec, que ça n'interfère en aucun cas avec la progression et que ça apporte alors on peut séduire le public en écartant tous les doutes qu'il pourrait avoir vis-à-vis de la durabilité du lifestyle. Si le cope permet aussi de se convaincre soi-même, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Je vois trop de désavantages à pas être sec. Pour moi, la vie elle est trop courte pour pas être shred, et elle est bien meilleure d'ailleurs aussi quand t'es shred. Qui plus est, le taux d'engagement pour un influenceur est bien plus élevé lorsque son taux de masse grasse est bas. Les photos et vidéos génèrent bien plus d'engagement. Alex Leonidas rapportait que lorsqu'il est devenu shredded pour la première fois, ses vues et ses ventes ont augmenté. Pareil pour Geoffrey Verity Schofield. Definitely noticed more coaching inquiries, more, it's better for business, more book sales, etc. Yup, in fact, you probably noticed that every time you posted a physique update, you would see a spike in sales for your books on that exact date. And it was literally a one-to-one direct correlation. The better your physique looked, the more sales, the more coaching inquiries. Like we were barely posting on YouTube. If anything, the algorithm should have not favored us. Yet, we had more feedback than ever before, and triple the engagement on our posts. En parlant d'eux, si vous comprenez l'anglais, je vous suggère la vidéo d'Alex sur leur expérience pour devenir et rester shredded. Ce sera une bonne illustration des soucis dont on va discuter juste après. I'm telling you right now, being shredded is a nightmare. You will hate your entire existence. Your life will be miserable. Your mental health will be in the gutter. You'll be hungry, tired, weak. Other than you looking your absolute best, I can promise that you're feeling your worst. Pour revenir au sujet des réseaux sociaux, ces deux-là ont rapporté qu'ils comprenaient désormais pourquoi beaucoup d'influenceurs pouvaient faire le compromis de la vitesse de progression, ou de la progression tout court, pour avoir plus de visibilité et de revenus. Dans ce contexte, si un influenceur peut justifier son taux de masse grasse bas en expliquant que ça n'interfère pas avec sa progression, alors ça passera mieux que s'il était honnête sur le fait que ça lui fait plus de fric. C'est d'ailleurs tout le fond de business des influenceurs aesthetics. On ne m'enlèvera pas les a priori négatifs que j'ai vis-à-vis de cette partie de la communauté. Tout leur business model repose sur le fait d'être sec à
l'année pour plaire à une audience d'adolescents superficiels et influençables. C'est la raison pour laquelle le nombre de fake natty y est si élevé. Si t'as pas la génétique exceptionnelle qui te permet de récupérer et progresser normalement à ces taux de masse grasse, tu es voué tôt ou tard à stagner et à souffrir d'un point de vue santé du fait du manque d'énergie. Ou alors à passer du côté obscur pour continuer à progresser. Les plus honnêtes sur leur prise de produit ne sont pas pour autant des parents de vertu. Ça se cache derrière de faux prétextes de limites naturelles et des excuses pour justifier leur prise de drogue, alors que la seule limite à laquelle ils étaient confrontés était celle de leur obstination à refuser de manger. Comment espères-tu agrandir ta maison si tu ne comptes pas utiliser la moindre brique supplémentaire? Et à votre avis, qu'est-ce que ça enseigne à leur audience? On va voir tout ça par la suite. Bref, déjà il faut se mettre d'accord sur l'ordre de grandeur qu'on entend en termes de taux de masse grasse lorsque l'on parle de rester sec à l'année. Le terme shred, ça vient de shredded, écorché. Donc je pars du principe qu'on parle d'un niveau de masse grasse très bas, entre 8, donc conditions de compétition, et 13%, genre sec pour la plage. Comme je l'ai vite fait évoquer avec les influenceurs à esthétique, on n'est pas tous égaux face au niveau de masse grasse. Atteindre et maintenir certains niveaux n'aura pas le même coût pour tout le monde. Certains pourront rester au top de leur forme aux alentours de 13% de body fat environ, quand certains verront un impact négatif en dessous de 17%. C'est pourquoi il est important de ne pas se comparer aux autres. Ce n'est pas parce que ton influenceur préféré peut se permettre de rester bitch lean à l'année tout en progressant et sans ressentir d'effets désagréables que ce sera ton cas. Il se pourrait que pour arriver à ce que tu entends par shred, il soit nécessaire de suivre un déficit calorique prolongé, qui aura des répercussions sur la santé. Cela mis à part, il se pourrait que même en maintien, le niveau de masse grasse qui correspond à ce que tu considères comme shred soit simplement trop bas pour être maintenu durablement. Story time! Prenons mon exemple, car j'ai moi-même payé les frais d'avoir voulu maintenir un taux de masse grasse bas durant ma carrière d'entraînement. Durant le début de la 3e année de ma pratique, je me suis lancé dans une sèche à l'occasion du Transformation Challenge d'Eric Flagg en 2019. Je suis descendu à mon plus faible pourcentage de masse grasse encore aujourd'hui pour afficher ce physique. À l'issue de cette sèche, j'étais lessivé, la faim était permanente. J'étais passé à 2 repas par jour de façon à gérer l'appétit et avoir des repas un minimum consistants. Malgré tout, mes pensées tournaient autour de la bouffe toute la journée. J'étais peu concentré en cours, j'étais fatigué, peu motivé, la libido était dans les chaussettes et mon sommeil n'était vraiment pas ouf. Pas possible de dormir plus de 6 heures et la sensation de faim grandissait au cours de la nuit jusqu'au matin. Bref, j'ai dû pousser mon corps dans un niveau de stress qui n'était pas durable à terme et je le savais. J'ai pensé que je pourrais peut-être prendre un peu de poids, genre 3 kilos, et que cela me permettrait de garder un niveau de sèche qui me plairait visuellement, tout en me permettant de ne pas souffrir autant que sur la fin de cette sèche. Je voulais garder mes abdos et continuer à progresser sans atteindre le niveau de masse grasse que j'avais pu atteindre auparavant pour progresser. C'est donc ce que j'ai fait, et fair enough, le gros de l'inconfort ressenti semblait avoir disparu. Cependant, tout n'allait pas pour autant. Je n'allais pas tarder à entrer dans un cercle vicieux dont je ne comprendrai les raisons que quelques années plus tard. D'une part, et on en parlera plus tard dans la vidéo, il y a la manifestation de ce qui pourrait être des troubles du comportement alimentaire non diagnostiqués, en plus d'une relation avec mon corps vraiment pas saine. Côté entraînement, cependant, je rencontrais, si ce n'était pas mes premières douleurs persistantes. Je traînais de façon chronique des douleurs à l'épaule, à l'une puis à l'autre, au genou, à la hanche, puis au bas du dos, plusieurs à la fois, et jamais un moment où tout allait bien. J'avais l'impression de tout faire parfaitement. J'essayais de dormir bien, en tout cas autant que je le pouvais en m'entraînant le soir et en me levant tôt pour aller en cours. Je m'échauffais bien, j'avais une technique parfaite Nassim Saïli. Je limitais mes amplitudes et n'avais pas le dos rond comme préconisait Delavier et le Fit Game français à l'époque. Attends. Ah pardon! On me dit dans l'oreillette que ça a toujours pas évolué ça. Bref, j'étais devenu le mec de la salle qui était toujours blessé, qui a toujours mal quelque part. Les professionnels de santé que j'ai pu consulter n'ont pas pu m'aider non plus. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé que je ne récupérais simplement pas assez. Déjà parce que mon apport énergétique et nutritionnel était insuffisant pour encaisser les demandes que j'imposais à mon corps, et conséquemment, parce que je ne savais pas encore comment adapter la quantité de travail aux capacités de récupération que j'avais à disposition. El famoso load management. On pourrait dire aujourd'hui que tout va bien, que j'ai appris de mes erreurs et que j'ai su me sortir de là. Eh bien, oui et non. La période durant laquelle je me suis heurté contre ce mur fut longue. Entre 2019 et 2021, j'ai traîné des douleurs et raideurs très inconfortables qui limitaient les patterns de mouvement que je pouvais effectuer, qui me restreignaient, qui me faisaient souffrir même dans mon quotidien, où rester assis sur des durées prolongées devenait insupportable pour mon dos. Ce n'est donc qu'à partir de 2021, à force d'apprentissage notamment, en découvrant les connaissances du monde anglophone, que j'ai pu commencer à sortir petit à petit la tête de l'eau et améliorer mon état. Néanmoins, jusqu'à aujourd'hui même, les douleurs au bas du dos sont toujours quelque chose dont je dois me soucier. Je dois gérer mon temps assis, assurer un minimum d'activité physique par jour via la marche et l'entraînement, faire bien attention au niveau de contraintes que j'applique sur la chaîne postérieure dans mon programme, de façon à ne pas excéder mes capacités de récupération et rapidement raviver des raideurs. Bref, je parlerai sans doute plus en détail de cette période de ma vie dans une vidéo dédiée plus personnelle. Toujours est-il que j'ai encore des séquelles de cette période où j'ai excédé mes capacités de récupération. L'envie de rester sec n'est pas la seule variable qui a joué, mais elle est l'une des principales.
Cela m'aura causé des années de douleur, de ralentissement, stagnation, voire même régression dans ma progression. Garder les abdos visibles et la jawline ultra définie, des choses dont je surestimais l'importance vis-à-vis du regard des autres, étaient des caprices qui ne valaient pas l'enfer que j'ai vécu. Une fois que j'ai accepté de manger plus et que j'ai appris à manipuler les variables de l'entraînement, j'ai pu aller mieux et progresser de nouveau. J'en veux au Fit Game d'avoir poussé l'image d'un body fat bas comme l'idéal à atteindre et comme quelque chose de souhaitable d'un point de vue santé, quand ça ne l'est pas dans tous les contextes. Que les soi-disant avantages à être sec sont présentés sans expliquer ou prendre en compte les interactions entre le niveau de masse grasse, la balance calorique et la récupération à l'entraînement. Je fais donc cette vidéo pour que vous ayez les connaissances que j'aurais aimé avoir à l'époque pour éviter cette adversité, ainsi qu'adopter l'approche la plus optimale pour votre progression. Ce que je viens de vous raconter est mon expérience personnelle. Elle est donc par définition associée à des biais. Et bien que je considère que ma capacité à prendre du recul n'est pas parmi les pires, les informations que je vais vous présenter seront sourcées et ne reposeront donc pas uniquement sur mon ressenti. Que dit donc la science vis-à-vis de rester shredded? Les symptômes négatifs que j'ai ressentis en cherchant à devenir très sec et à le rester sont étudiés. Il faut donc s'intéresser au concept d'insuffisance énergétique relative en sport. De l'anglais, pour que vous puissiez faire vos recherches, Relative Energy Deficiency in Sport, abrégé REDS, et au Dual Intervention Model. Et j'ai un accent éclaté. Dans son article Can You Stay Shredded, dans Mass, Eric Helms décrit et met en relation ces deux concepts, étudiés séparément dans la littérature. Les REDS décrivent l'altération des fonctions physiologiques causées par un manque d'énergie. Pour faire simple, si l'apport en énergie est trop bas vis-à-vis de la masse sèche, c'est-à-dire que l'on n'apporte pas assez de calories pour alimenter les processus physiologiques, alors le corps met en place des adaptations métaboliques. Pour expliquer simplement ce dont il s'agit, il faut comprendre que lorsque l'apport en énergie diminue, le corps adapte ses fonctions métaboliques pour consommer moins d'énergie. Une analogie très simple à comprendre est le mode économie d'énergie de votre téléphone, à la différence que ce n'est pas un switch on-off, mais un gradient. Genre votre corps il est là, et il se dit, ok, si on continue à ce rythme, on va crever de faim. Et c'est pas ouf comme choix artistique, moi vous l'entendrez. Du coup, on va faire en sorte d'économiser un max d'énergie en réduisant la consommation ailleurs, et en cherchant à ingérer plus d'énergie. En gros, t'auras la dalle pour manger plus, et tu vas moins bien te dépenser quand tu feras ton exercice. C'est en gros ça l'idée. C'est-à-dire, tu vas marcher, tu vas brûler moins. Tu vas courir, tu vas brûler moins. Tu vas commencer à être plus efficient techniquement, parce que ton corps il va faire, j'ai pas d'énergie à dépenser ici, moi. J'ai pas que ça à foutre. T'entends? Le souci est que ces adaptations métaboliques ne résultent pas simplement en une baisse d'énergie. Il faut comprendre que pour l'économiser, et donc pour survivre, toutes les autres fonctions du corps deviennent secondaires. Le corps est donc capable de faire des sacrifices, quitte à se mettre en danger, parce que cela reste moins grave que la mort par sous-alimentation. Vous l'aurez compris, je l'espère, faire des gains est clairement pas un processus prioritaire pour le corps, d'un point de vue de la survie, et ce sera probablement l'une des premières choses sur laquelle il fera la concession pour économiser de l'énergie. On observera une baisse de la synthèse protéique, et donc une baisse de la réponse à l'entraînement. En gros, moins de gains pour un même stimulus, voire même une stagnation ou une régression. Mais aussi une baisse des performances, que ce soit en force ou en endurance par exemple. The fact that we both went through this, we didn't make any gains, not an ounce of gains. And for those who said, oh, you look better, well, because you're just revealing what you already built during the bulk. So, at best, you're maintaining muscle mass, but even then, you're going to lose some size, and this is what research is starting to show. Basically, in every study ever done on natural bodybuilders, 100% of them lose muscle. So, you're losing muscle trying to retain what you built during that bulk, and it's a wasted 6 months of progress. Period. Mais quelque part, ça, c'est que le cadet de nos soucis. Plus alarmants sont les conséquences de l'altération de processus physiologiques plus importants. La baisse du rythme cardiaque, la baisse de la production d'hormones thyroïdiennes et sexuelles, l'altération du cycle menstruel chez les femmes, l'altération de la santé des os, l'altération de l'immunité, de la santé cardiovasculaire, la réduction de la croissance pour les plus jeunes qui ne l'auraient pas terminé. Toutes ces perturbations du fonctionnement du corps peuvent se traduire par différents symptômes concrets. Entre autres, ceux que j'ai vécus et décrits tout à l'heure. Baisse de la durée et de la qualité du sommeil. It's true that you will never get your 8 hours of sleep, even if you're exhausted. And the more you stay shredded, the worse the insomnia becomes. It's pretty much unavoidable. I would sleep maybe 4 hours a night, sometimes 3 hours a night, 5 hours a night. And that's not like 8 or 9 hours in bed. No, it's like that's all the sleep that I got for the last 2 or 3 weeks. I don't think I had a single day over 5 hours. Baisse de la motivation et de la concentration. I also got lazy. You can tell because I've been a lot less productive and you just don't have the energy to do anything. Faim constante. You're literally hungry all the time. All the time. You wake up, you're hungry. First thing you think about is food. You go to the gym. Usually when you're working out, you're not hungry. But when you're that lean, you are. You're hungry when you're working out. You're hungry after the workout. When you eat your meal makes you hungrier. It's not like the food satiates you at all. If anything, your body's like, oh, we do have access to food. You've been deceiving us. We want more of that. Baisse de la libido. Food above all. You have no interest in sex. Your drive is in the gutter. And in my case, when I finally got shredded, I did not get a hard-on for 3 weeks. You know, because you're not thinking about it. She could be dancing in front of you, trying to make you feel a certain way,
doing anything, right? And it's like you're thinking about food. Your mind is not really there. And you would honestly rather just cuddle or watch a show together. Like you're just tired. Augmentation du risque de blessure. And in my experience, I actually started getting right knee pain when I got shredded, and I had a hard time loading my spine on barbell back squats. In fact, for the last 2 weeks, I had to drop out that exercise completely because not only was it taking a lot out of me energy-wise, but it felt like I was gonna rip a disc out. My lower back and knees were starting to feel a little something. And even using lighter loads, because I lost so much strength, like the body aches more. And this is where natural bodybuilders and even enhanced users get their most injuries. Les adaptations métaboliques sont l'une des raisons pour lesquelles on évite des déficits caloriques trop agressifs en général. Tu peux avoir un taux de masse grasse élevé, mais si ton apport calorique est trop faible vis-à-vis de ta masse sèche, alors tu vivras tout de même des symptômes d'insuffisance énergétique. Les personnes intéressées par une perte de poids conséquente, ayant poussé de gros déficits caloriques suffisamment longtemps, ont probablement déjà rencontré la résistance opposée par les adaptations métaboliques, sans en connaître le nom. Maintenant, il n'est pas simplement question d'apport énergétique relatif à la masse sèche. Si c'était le cas, il suffirait que l'on mange suffisamment de calories, ou que l'on réduit le niveau de dépenses énergétiques, pour avoir un apport cohérent avec son niveau de masse sèche, pour ne pas souffrir de tout ça. Peu importe le niveau de composition corporelle. Malheureusement, les choses sont plus compliquées que ça. L'insuffisance énergétique n'est pas simplement évaluée vis-à-vis de l'apport en énergie, mais également des réserves, autrement dit du taux de masse grasse. C'est là qu'intervient le Dual Intervention Model. Les tissus adipeux sécrètent de la leptine, connue comme hormone de la satiété. Elle permet, parmi d'autres fonctions, de réguler l'appétit. Pour faire très simple, lorsque le corps passe en dessous d'un certain seuil de masse grasse, appelé Lower Intervention Point, moins de leptine sera sécrétée. Donc le corps sera au courant des manques de réserves d'énergie. Il interprétera donc qu'il est en état d'insuffisance énergétique et commencera donc à mettre en place graduellement des adaptations métaboliques pour économiser l'énergie de façon à retrouver un niveau de masse grasse sain pour l'organisme. Plus on s'éloignera de ce seuil de masse grasse en continuant à perdre du gras, plus il y aura d'adaptations métaboliques et plus les symptômes négatifs que l'on a vus plus tôt s'accumuleront. A l'inverse, lorsque l'on passe au-dessus d'un certain seuil de masse grasse, Upper Intervention Point, les niveaux de leptine devraient limiter l'appétit et favoriser la dépense énergétique. En tout cas, si on ne considère pas tous les facteurs environnementaux. Cette notion du seuil de masse grasse est la notion clé de cette vidéo, dont l'importance pour la prise de muscle sera développée dans la prochaine partie. Ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est qu'une certaine quantité de masse grasse n'est pas seulement idéale, mais carrément nécessaire pour la santé, et aussi pour la prise de muscle, du fait de son rôle régulateur sur le niveau d'anabolisme. Certains scénarios permettent de s'en rendre compte. Typiquement, un bodybuilder naturel cherchant à sécher pour être en condition de compétition ne pourra pas éviter de perdre du muscle à partir d'un certain niveau de sèche, car le corps voudra préserver un minimum de graisse et ira donc sacrifier de la masse musculaire pour de l'énergie. Dans l'autre sens, lorsqu'il reprendra du poids en off-season, il verra dans un premier temps son corps favoriser la prise de graisse à la prise de muscle, du fait de l'importance de récupérer des niveaux sains de masse grasse. Ce seuil varie d'un individu à l'autre. Comme on l'a dit plus tôt, certaines personnes auront moins de soucis à être secs à l'année, quand d'autres devront maintenir plus de masse grasse la plupart du temps. On ne peut donc pas choisir arbitrairement un niveau de body fat qui nous convient visuellement et tenter de construire du muscle éternellement à partir de là, comme semblerait le sous-entendre certains influenceurs. Je chope la composition dans laquelle je me sens mais parfait. Ce qu'on fait après, c'est qu'on bulk légèrement. Donc on revient à maintenance au début, on retrouve notre body fat set point. Body fat set point, c'est les points de composition corporelle dans lesquels on se sent bien et beau. Bien, c'est capacité de récupération, bon pump, etc. Et beau, c'est une belle définition en fait. Voyons donc maintenant comment le taux de masse grasse et la balance calorique, donc surplus, maintien ou déficit, influencent la prise de muscle. Faut-il faire une prise de masse pour maximiser ses gains ? En tant que débutant, du fait de la permissivité des progrès durant les premiers mois voire premières années de pratique, on peut considérer qu'il n'est pas si important de chercher à maximiser les gains qui seront faits. En partant de là, l'approche à suivre est plus ou moins libre selon le niveau de masse grasse avec lequel on commence. Les extrêmes sont assez straightforward. Si l'on commence très maigre, alors il va de soi que passer en surplus est nécessaire. Si l'on est en surpoids considérable, voire obèse, alors il convient de perdre du poids jusqu'à un niveau raisonnable pour améliorer les marqueurs de santé et rendre la pratique plus facile dans un premier temps. Qu'en est-il du skinny fat, me direz-vous ? Le problème du skinny fat, c'est pas qu'il est fat, mais c'est qu'il est skinny. C'est-à-dire que si on lui retire le gras, on se retrouve avec la peau sur les os, donc un physique qui n'est vraiment pas esthétique, et en plus à un niveau de masse grasse qui brille des progrès qui peuvent être faits à l'entraînement. Non, le véritable problème du skinny fat est le manque de masse musculaire. Pour le prouver, il suffit de regarder des physiques plus musclés au même niveau de masse grasse. La priorité ne devrait donc en aucun cas être de perdre du gras pour faire une prise de masse sèche, mais de concentrer tous ses efforts dans une prise de muscle.
On a donc deux voies qui s'offrent à nous, le maintien calorique et le surplus. Le maintien calorique est à privilégier si vous avez vraiment du mal à accepter de vous voir prendre du poids, dans la mesure où la perception est assez objective et pas trop teintée par des standards de sèche irréalistes. Du fait de votre niveau de pratique, vous devriez faire des progrès sans trop de problèmes du moment que l'entraînement et la récupération sont bien gérés et au bout d'un certain temps, vous aurez fait une certaine recomposition corporelle. Maintenant, si le but est d'accumuler autant de masse musculaire que possible en un intervalle de temps donné, alors le bulk est la solution. Si celui-ci est bien effectué, qui plus est, du fait du niveau de pratique, il est possible d'avoir un surplus qui suit à peu près le rythme de la prise de masse musculaire, et donc de minimiser la prise de gras collatéral. Là où il ne sera en pratique pas possible de le faire à partir d'un certain niveau. Il semblerait que la marge de manœuvre soit ici assez large, comme le montre le papier de Rosneck & Colleagues. Dans cette étude de 8 semaines, 73 participants novices ont été séparés en 3 groupes. Le premier, le groupe contrôle, n'impose aucun changement aux habitudes alimentaires des pratiquants. Les deux autres groupes ont été prescrits d'ajouter à ce qu'ils faisaient auparavant un surplus de 2000 calories. Il y a des gens qui font des gros surplus, souvent ils peuvent se retrouver sur des 600, 800 surplus. C'est tellement stupide que c'est même pas étudié, dis-toi. L'un des groupes ajoutait ses calories via de la maltodextrine, donc par des glucides, l'autre groupe par un gainer, donc un mélange de protéines et de glucides. En moyenne, les pratiquants auxquels le surplus avait été prescrit ont gagné 3 kg qui étaient quasi exclusivement 3 kg de masse sèche. Là où le groupe contrôle a gagné 1,4 kg de masse sèche et perdu 800 g de masse grasse. Maintenant, pour nuancer ces résultats, du fait de la quantité de poids gagné par les groupes en surplus, il est difficile de croire qu'il s'agisse vraiment d'un surplus de 2000 calories. Il est possible que l'ingestion du supplément ait réduit l'appétit des participants et qu'ils aient mangé moins qu'habituellement à côté de la consommation du gainer, ou que leur dépense calorique ait augmenté. Quoi qu'il en soit, il s'agit quand même d'un large surplus. Et cela devrait, je l'espère, rassurer les nouveaux pratiquants qui auraient peur de faire une prise de masse en début de pratique par peur de gagner principalement du gras. C'est maintenant que vous bénéficierez probablement le plus d'un surplus calorique relativement conséquent. Et après, me direz-vous. Au fur et à mesure que les progrès se feront plus lentement et difficilement, maintenir un surplus plus conséquent assurera que la prise de gras surpasse la prise de muscle. Autrement dit, que le rapport muscle-gras sur un intervalle de temps donné sera plus faible. Il est donc facile de déduire que plus le niveau de pratique avance, plus la taille du surplus doit être faible, si l'on veut limiter la prise de graisse collatérale. C'est ce que montrent les études de Garth & Colleagues et Helms & Colleagues, qui étudient des pratiquants déjà entraînés en musculation. L'étude de Garth étudie des pratiquants élites de divers sports pour qui la musculation fait plutôt office de préparation physique. Les gains en force et en masse sèche sont comparables pour le groupe proche du ou en maintien calorique, en comparaison au groupe en surplus significatif. La différence la plus flagrante étant la prise de masse grasse plus conséquente chez les derniers. Cela signifie-t-il qu'il est possible et souhaitable à plus haut niveau de pratique de tendre vers, voire d'être en maintien calorique pour maximiser sa progression? Pas forcément. En regardant bien, les gains en force et en masse sèche restent en moyenne supérieure chez les pratiquants en surplus. Mais overall, en ne regardant que ces papiers, on peut évaluer que les deux approches se valent à long terme. La masse grasse accumulée avec un plus gros surplus calorique devra être cut à un moment donné. Donc le temps alloué à sécher permettra peut-être au groupe à la prise de muscle et de force plus lente de rattraper le retard. Maintenant, cela implique que ces derniers entrent tout de même en surplus calorique à un moment donné, car ils ne pourront pas prendre du muscle à l'infini sur le même poids de corps s'ils finissent à un niveau de masse grasse trop faible et que leur niveau de pratique augmente. On repense à l'insuffisance énergétique. Il est important de noter quelques points vis-à-vis de ces deux études qui, je pense, ont de l'importance dans les conclusions qu'on peut tirer et qui ne sont pas assez évoquées. 1. Dans l'étude de Garth, le groupe proche du maintien calorique était celui qui partait et finissait avec le pourcentage de masse grasse le plus élevé. Ils étaient donc sur papier mieux disposés à progresser sur un plus faible surplus ou sur un maintien que l'autre groupe. On en reparle plus tard. Également, bien que les pratiquants de ces deux études soient entraînés, il ne s'agit pas de pratiquants avancés pour autant. En observant les 1RM, leur progression au cours de la durée des études, ainsi que la taille et le poids du corps des pratiquants dans l'étude de Helms, je serais plutôt d'avis de classer ces pratiquants dans la catégorie des intermédiaires. Ces considérations prises en compte, on se rend compte que l'exigence en termes de progression n'est pas encore aussi élevée qu'elle pourrait l'être pour moi ou pour d'autres pratiquants plus avancés en général. Plus le niveau de pratique est élevé, plus la perturbation de l'équilibre induite par l'entraînement est faible, ce qui implique qu'il est plus exigeant de stimuler une adaptation. Pour maximiser, voire même seulement permettre une progression observable, il convient donc de tendre de plus en plus vers les conditions idéales de santé et de récupération pour ne pas créer d'interférences avec les adaptations liées à l'entraînement. Le surplus calorique fait partie de ces optimisations, bien que celui-ci soit soumis à un point de diminishing return, rendement décroissant en français. Sacha du montage, je me rends compte que peut-être simplement dire diminishing return, ça parle pas à tout le monde. Alors je vous ai fait une petite illustration. Je pense que le graphique seul ne suffisait pas. Pour faire simple, comme vous pouvez le voir dessus, sur l'axe des X, nous avons l'investissement ou les efforts. Pour une certaine quantité d'efforts, on obtient une certaine quantité de résultats, qui n'est pas la même selon la quantité d'efforts que l'on a fait. En effet, à force de faire des efforts, arrive à certains stades où le retour sur investissement de ces derniers est de plus en plus petit, jusqu'à même finir par devenir contre-productif et apporter du coup des résultats négatifs. Mais là on parle simplement de diminishing return, donc de résultats qui deviennent plus petits par rapport à ce qu'ils étaient pour le même niveau d'effort auparavant.
Si ce sont vos premiers efforts, un certain niveau d'effort donnera tant de résultats, mais à partir d'un certain niveau d'effort, la même quantité d'effort en plus apportera considérablement moins de résultats. Voilà, j'espère qu'avec ça ce sera plus clair. Il convient donc d'adopter un rythme de prise de masse proche de ce seuil ou supérieur afin de maximiser sa prise de muscle à un moment où celle-ci devient très lente. Maintenant vous me direz, pourquoi supérieur? Eh bien pour des raisons pratiques. Être un peu au-dessus réduit la demande en minutie du plan alimentaire. Il y a moins de stress lié à un éventuel repas en moins, il n'y a pas de tracas à faire quelques petits écarts, ou à manger avec des amis ou la famille. Aussi, à ce niveau de pratique, il est considérablement plus facile de perdre du gras que de gagner du muscle. Perdre 3-4 kg de gras peut se faire sur un mini-cut sans perte significative de masse musculaire, là où prendre la même quantité de muscle peut littéralement prendre des années. Quand je dis surplus supérieur, je tiens quand même à souligner qu'il convient toujours d'être considérablement en dessous du surplus que pourrait viser un pratiquant débutant. Autre considération importante, dans ces études, les pratiquants étaient soumis au même programme d'entraînement. Ce qui laisse comprendre qu'il était éventuellement possible pour les pratiquants avec un certain surplus d'encaisser une plus grande charge de travail et donc d'augmenter l'écart de progrès avec les pratiquants en maintien ou en surplus plus modeste. En effet, être en surplus calorique permet d'encaisser et de bénéficier d'un plus gros volume d'entraînement, comparé à un déficit calorique prolongé ou à un maintien à taux de masse grasse modeste. Être en surplus calorique permet entre autres d'avoir de meilleurs niveaux d'énergie et de meilleures capacités de récupération. Cela est d'autant plus important à un niveau de pratique avancé où on voudra, voire devra, profiter de ce gain en récupération qu'apporte le surplus calorique ou un certain taux de masse grasse pour maximiser le stimulus apporté par l'entraînement. Eat appropriately at all times. If you're not eating appropriately, your training is for nothing. There are more people that get accidentally huge following terrible programs where they just work hard, but they're also eating and sleeping and doing all these things that will get better results than you if you do everything else right and you're not nourishing yourself. Pour vous qui m'écoutez, il est probable que votre compréhension du volume d'entraînement soit assez limitée et que vous soyez du genre à essayer de caler les fameux 10 à 20 séries par groupe musculaire par semaine sur tous vos groupes musculaires à tout moment avec une intensité élevée. Cela n'est certainement pas compatible avec un taux de masse grasse trop bas et un maintien calorique. Et c'est certainement une très mauvaise idée tout court. Que se passe-t-il si on essaie de soutenir ce volume d'entraînement à un taux de masse grasse faible, voire en déficit calorique? Dans le meilleur des cas, les performances stagnent, voire régressent selon la durée du déficit et le pourcentage de masse grasse. Dans le pire des cas, on commence à constater l'apparition de douleurs ou l'occurrence de blessures du fait de l'accumulation de fatigue et de dommages dans les tissus, sans oublier tous les autres symptômes d'insuffisance énergétique vus dans la partie précédente. C'est un rappel qu'il est indispensable de considérer ses capacités de récupération dans l'écriture de son programme d'entraînement. Autre fait intéressant qui s'avère être le réel point d'intérêt de l'étude de Helms, la prise de masse musculaire significativement supérieure sur les bras dans le groupe auquel le plus gros surplus calorique était prescrit. The biceps though, but the biceps though. Le programme prescrit dans l'étude favorisant les bras d'un point de vue quantité de travail par du volume direct ou indirect, leur progression a été favorisée, voire peut-être boostée, chez ceux qui étaient en surplus calorique significatif. Comme le dit si bien Helms lui-même, le surplus est permissif à la prise de muscle. Your nutrition is permissive to growth. An analogy I like to use is that if your nutrition is the soil, if it's the sun, if it's the water, the seed is training. Ce qui sous-entend que si un très bon programme est suivi, un plus large surplus peut être bénéfique en ce qu'il offre un plus gros potentiel de croissance. Ce n'est en fait même pas une option, mais un prérequis si le programme tend à exploiter le potentiel des capacités de récupération. Il faut manger pour soutenir son entraînement, comme le dit si bien Baldom-Niemann. Taux de masse grasse et probabilité de prise de muscle. Comment le taux de masse grasse affecte-t-il la prise de muscle ? Les études que l'on a regardées ont montré qu'il était possible de prendre du muscle en maintien calorique. Les questions que cela soulève sont donc: quels facteurs influencent la capacité à prendre du muscle en maintien? Et tant qu'à faire, est-il également possible de prendre du muscle en déficit calorique sous certaines conditions? Là-dessus nous sommes tous d'accord, la prise de muscle n'est pas un switch on-off selon que vous êtes en surplus calorique, maintien ou déficit. Elle est mieux représentée comme un cadran jaugeant la probabilité de gagner du muscle selon les conditions de l'organisme. Selon le taux de masse grasse et le niveau de pratique, il sera plus ou moins probable de prendre du muscle dans chacun des scénarios. Typiquement, être débutant et avoir un taux de masse grasse élevé résultera en de fortes probabilités de gagner du muscle en déficit calorique. Être un pratiquant avancé avec un taux de masse grasse faible résultera en des probabilités de gagner du muscle en déficit calorique nul. Greg Nuckols émet l'hypothèse que la prise de muscle est plus liée à la préservation d'un certain niveau de masse grasse qu'au fait d'être en surplus, maintien ou déficit calorique. I actually suspect that surplus versus deficit is not the defining characteristic. I think that whether or not you're preserving versus losing body fat is the more important characteristic. There are a lot of biochemical regulatory factors that are influenced by fat loss where, you know, like your body doesn't want to starve and you tend to see like
biochemical and hormonal changes when fat mass is lost that make it harder to build muscle. Tant que les niveaux de masse grasse propices à l'anabolisme ne sont pas en danger, il n'y a virtuellement rien qui empêche de continuer à construire du muscle. Par contre, si on passe en dessous de ce seuil, on observe les adaptations métaboliques dont on parlait plus tôt, qui rendent la prise, voire la conservation de muscles, plus difficile. Problème que l'on n'observe pas dans l'autre sens. Continuer à prendre du poids au-delà du seuil n'altère pas la prise de muscle, mais ne semble pas l'améliorer non plus. Être en surplus, maintien ou déficit calorique n'aurait qu'un impact indirect sur la prise de muscle. Un déficit pourrait menacer le seuil de masse grasse, là où un surplus permettra de s'assurer de toujours être au-dessus de celui-ci. Cela va à l'encontre du narratif longtemps débattu, selon lequel de hauts niveaux de masse grasse induiraient une résistance à l'insuline, une augmentation de l'inflammation, ainsi qu'une baisse de la testostérone, ce qui limiterait la proportion de muscles gagnés sur une prise de masse. La recommandation était donc de sécher avant d'entamer une nouvelle prise de masse, car cela permettrait de favoriser la prise de muscle et d'avoir une prise de masse plus sèche en général. Cette idée a depuis été débunkée à plusieurs reprises. En analysant toutes les données à disposition sur des changements de composition corporelle associés à de l'entraînement musculation, Eric Trexler, dans son article « Should you cut before you bulk ?», observe l'effet suivant. Je cite « Les pratiquants à taux de masse grasse élevé et relativement bas peuvent gagner de la masse sèche à un degré similaire à l'issue d'un entraînement en musculation. Cependant, les pratiquants très secs devraient accepter que leur masse grasse doive augmenter un peu pour favoriser la prise de muscle et devraient monter à des niveaux plus confortables pour que la prise de masse sèche commence vraiment à s'accumuler. Par contraste, les personnes avec un niveau de masse grasse initiale plus élevé ont un plus grand potentiel de récompe et ont plus de chances de perdre un peu de gras simultanément à une prise de muscle. Ce qui semble en accord avec l'hypothèse que l'on vient de présenter. Il poursuit. Votre capacité à gagner de la masse sèche va dépendre de si oui ou non votre corps dispose d'une assez grande disponibilité énergétique pour alimenter l'hypertrophie, qui est un processus énergivore, d'à quel point votre programme est efficace pour promouvoir l'hypertrophie, à quelle vitesse vous gagnez du muscle en réponse à l'entraînement, ce qui varie d'une personne à l'autre et au cours de la carrière à l'entraînement, et du degré auquel vous consommez les nutriments requis pour supporter l'hypertrophie musculaire, protéines, micronutriments, etc. Il est donc à l'appréciation de chacun de décider d'où arrêter une prise de masse à partir du moment où le seuil de masse grasse minimum optimal est atteint. Ces raisons peuvent être les préférences visuelles, la praticité de l'alimentation, une fatigue de l'appétit, ce genre de choses. Mais on essaiera à tout prix d'éviter le piège de la crainte excessive du gras, dans lequel beaucoup de pratiquants tombent en oscillant perpétuellement entre bulk et sèche trop court, laissant sur la table des gains en force et en muscle qui se seraient matérialisés sur des périodes de prise de masse plus longues. It's counterculture to everything in the fitness industry that is showy and all about novelty. It's all about the shreds. You have to be willing to put that aside. Not only put that aside, but be willing to lose it to gain mass. You're never going to be able to put yourself in a position to gain weight if you're always worried about, oh, am I going to lose my abs? Oh, I have to make sure that I'm eating this amount so that I don't lose my abs, so that I don't do this. The ab anxiety is that you have to set that aside. You have to be willing to envision yourself not only gaining weight, but potentially losing your six-pack maybe. That will allow you to put yourself in a position where you're eating to support your training and you're able to train hard enough to actually put on some freaking muscle. Vous connaissez tous ce mec qui sèche et bulk tous les 3 mois et qui fait du surplace avec son physique. Trexler dit encore, et je traduis, « À peu près toutes les personnes qui sont énormes et fortes ont à un certain moment eu une phase où ils ont implémenté quelque chose qui s'apparente à un dreamer bulk, c'est-à-dire une période de prise de masse assidue durant laquelle ils ont radicalement consommé des quantités excessives de calories, ont arrêté d'avoir quelque chose à foutre de prendre du gras et ont juste accumulé une tonne de masse. J'ai entendu beaucoup de personnes exprimer des regrets vis-à-vis de ces phases de bulk, certains ont admis qu'ils ont gagné des niveaux de graisse superflus, d'autres regrettent simplement l'expérience désagréable d'avoir la nausée, d'être plein, ballonné pendant des mois, mais je n'ai jamais entendu de scénario où quelqu'un regrettait un trimmer bulk parce que les gains viendraient plus difficilement à un taux de masse grasse élevé. Bref, un niveau de masse grasse dit excessif n'est en aucun cas limitant dans la prise de muscle en tant que telle. Une récente étude illustre encore ce phénomène. Elle suit de jeunes sumo avec un taux de masse grasse initial de 33%, suivant un extrêmement léger surplus calorique, 5,6 kcal par jour, pendant 6 mois. À la fin, les jeunes sumo ont gagné en moyenne 2,1 kg de masse sèche. Par contraste, aucun changement significatif n'a été observé côté masse grasse, si ce n'est une légère perte négligeable de 100 grammes. En gros, tout le poids qui a été pris avec le surplus était de la masse sèche. Ces résultats ne sont pas un cas isolé et sont en accord avec d'autres données chez des joueurs de football américain ou les données analysées par Eric Trexler dans l'article sur les études avec une intervention en musculation. Considération de santé. Finalement, en dehors du rendu visuel, une première considération pour la limite haute à considérer est plutôt liée aux éventuelles complications niveau santé qu'a un impact sur la prise de muscle. La littérature médicale donne des seuils à partir desquels les facteurs de risque cardiovasculaire sont 2 à 4 fois plus élevés, 25,8% de masse grasse pour les hommes et 37,1% pour les femmes. Individualisé bien sûr.
Maintenant, le pourcentage de masse grasse n'est qu'un facteur isolé. Il est important de prendre en compte le contexte dans lequel il se situe. Par exemple, un homme de 26% de masse grasse qui s'entraîne en musculation, pratique une activité cardiovasculaire, mange sain et équilibré, profite d'une bonne récupération générale, de peu de stress, etc., est très probablement en meilleure santé qu'un individu à 16% de masse grasse, sédentaire, qui mange mal, dort peu, est chroniquement stressé, fume, etc. La façon d'interpréter ces seuils est plutôt de les considérer comme le point limite auquel on profite de la majorité des bénéfices santé strictement liés à la masse grasse. Au-delà de ces seuils, pour tout autre paramètre égal, les risques cardiovasculaires augmentent. Si au contraire on fait descendre le niveau de gras en dessous de ces seuils, le risque diminue, mais pas linéairement, jusqu'à ce qu'on ne devienne trop sec et que cela devienne carrément négatif pour la santé. Je vous renvoie encore à la partie sur l'insuffisance énergétique. Il est également important de considérer l'historique de poids et ses variations lorsque l'on cherche à estimer les probabilités que l'on a de prendre du muscle ou de récomp. Être à 15% de masse grasse est totalement différent si c'est le taux de masse grasse auquel on a été toute sa vie, versus si on était à 40% le gros de sa vie et qu'on est descendu à 15 relativement récemment. Création de cellules adipeuses. En parlant d'historique du poids, il y a une autre considération qui entre en ligne de compte afin de placer une limite haute à sa prise de masse, la création de cellules adipeuses. En effet, atteindre des niveaux de masse grasse inédits peut demander au corps de créer de nouvelles cellules pour stocker de l'énergie. Selon notre génétique, ces dernières peuvent plus ou moins grossir avant d'être saturées, ce qui implique que le besoin de créer de nouvelles cellules puisse arriver plus ou moins rapidement selon les individus. Ces cellules rétrécissent à l'issue d'une perte de poids, mais ne sont pas éliminées facilement. Concrètement, il ne semble pas y avoir de processus physiologique naturel permettant de se débarrasser de celle-ci chez un adulte. Il faudrait recourir à des interventions comme la cryolipolyse ou la lipectomie. L'impact visuel de cellules adipeuses vides est probablement négligeable. Ce qui peut nous inquiéter par contre, c'est le rôle de celles-ci sur la régulation de l'appétit. On en parlait plus tôt, la sécrétion de leptine est liée à ces dernières. Ainsi, si l'on dispose de plus de cellules adipeuses vides, le corps interprétera plus vite qu'il approche d'un état d'insuffisance énergétique. L'occurrence de symptômes comme la faim se feront donc à des taux de masse grasse moins bas qu'auparavant, rendant la perte de poids et le maintien d'un taux de masse grasse plus bas plus difficile qu'auparavant. On a donc tout intérêt à ne pas devenir toujours plus gras. Maintenant, est-ce que ça sous-entend qu'il n'est pas du tout pertinent d'alterner entre des cycles de bulk et cut, comme pas mal de personnes un peu alarmistes ont pu conclure? Absolument pas. Bulk deviendra un problème si et seulement si on atteint des niveaux de masse grasse jamais atteints auparavant, et si ces 10 niveaux sont excessifs. Il n'est pas nécessaire de toute façon de monter à 30% de body fat pour optimiser sa prise de muscle. Et bien que mesurer sa composition corporelle soit compliqué, et que le rendu d'un même taux de masse grasse puisse être totalement différent selon la quantité de muscle en dessous, devenir plus fat ne se fait pas par hasard. Il convient donc simplement de ne pas être trop agressif vis-à-vis de son surplus, et de savoir poser des limites. Si vous suivez l'approche que je présente juste après, vous ne devriez pas avoir à vous soucier de ça. Récap de la théorie. Bref, tout cela répond à nos questions. Pour récapituler, il y a deux cadrans permettant d'influencer la probabilité de prise de muscle, le niveau de pratique ainsi que la disponibilité énergétique, dont le proxy est le taux de masse grasse. Commençons par le niveau de pratique. En tant que débutant, les premiers grammes voire kilogrammes de muscle à gagner ne représentent pas une adaptation très coûteuse pour l'organisme. Le stimulus de vos premiers entraînements représente une perturbation telle par rapport à un style de vie sédentaire que le corps percevra cela comme un stress conséquent dont l'adaptation, ici la prise de muscle, est de la plus haute importance. Néanmoins, plus le niveau de pratique augmente, moins la perturbation sera significative par rapport à votre état d'équilibre, et plus votre corps demandera des conditions proches de l'idéal pour continuer à créer ces adaptations. Un pratiquant avancé devra faire tout ce qui est en son possible pour optimiser son environnement énergétique et sa santé. Maintenant, vis-à-vis de la disponibilité énergétique, si l'on souhaite maximiser notre prise de muscle, on cherchera à être au-dessus d'un seuil de masse grasse idéal pour l'organisme. La balance calorique influence la prise de muscle selon qu'elle menace ou non la conservation de ce niveau de masse grasse. Si un déficit calorique fait perdre du gras au point de se rapprocher, voire de passer sous le seuil de masse grasse optimale, alors la probabilité de prendre du muscle va diminuer. Être en déficit calorique, c'est littéralement ne pas fournir assez d'énergie pour que le corps puisse maintenir son état à un instant T. Il va donc sacrifier des tissus pour arriver à un poids cohérent avec le total calorique ingéré. Si les niveaux de graisse deviennent trop faibles, le corps va passer en état d'insuffisance énergétique, avec tout ce que ça implique. Si l'on se met en maintien calorique, du gras devra être utilisé comme source d'énergie pour créer de la masse musculaire, à défaut d'avoir un surplus d'énergie dédié dans son apport calorique. Il faudra donc être un minimum au-dessus du seuil de masse grasse pour profiter d'une probabilité de prise de muscle maximale sur une période suffisamment longue. Enfin, être en surplus calorique pour un taux de masse grasse égal ou supérieur au seuil maximise les probabilités de prise de muscle. On peut spéculer que le surplus pourrait également être permissif de plus de gains, comme on l'a vu avec l'étude de Helms. Gestion malsaine du surplus calorique. Approche idéale théorique.
Basé sur tout ce que l'on a vu ensemble, on peut s'imaginer qu'il est totalement possible de prendre du muscle sans prendre la moindre once de gras. On pourrait se placer légèrement au-dessus du seuil de masse grasse optimal pour la prise de muscle et adopter un surplus calorique si faible qu'il suivrait le rythme de l'hypertrophie. De cette façon, on aurait le meilleur des deux mondes, pas d'accumulation de masse grasse et des conditions propices à la prise de muscle. A noter encore une fois que le niveau de masse grasse que l'on adopterait pour cette stratégie n'est pas choisi arbitrairement selon des critères visuels. On ne décide donc pas en se disant « là je suis sec, je rends bien, je vais faire une prise de masse sèche à partir de là ». Non. Si on manque de recul, on risquerait de se mettre en état d'insuffisance énergétique. La probabilité de prise de muscle pourrait donc être plus basse, en plus de continuer à diminuer avec le niveau de pratique, et les risques de blessure plus élevés. La capacité à accumuler du stimulus et à en récupérer serait également réduite. À quoi pourraient s'ajouter les adaptations métaboliques et les symptômes que l'on a évoqués en première partie de cette vidéo. Cette idée fonctionne en théorie, et serait dans l'absolu possible, mais en pratique, plusieurs soucis se révèlent. Tout d'abord, cette stratégie n'est probablement pas totalement idéale. D'une part, parce qu'on ne pourrait pas profiter des potentiels extra gains que peuvent amener de plus gros surplus, et que d'autre part, d'un point de vue plus pratique, si aucune once de masse grasse n'est stockée avec la prise de poids, on peut être à peu près sûr que la prise de muscle n'est pas maximisée. Sur ce second point, il y a aussi et surtout un problème de traçabilité. La prise de muscle est lente, et le devient de plus en plus au fur et à mesure que le niveau de pratique augmente. La prise de muscle n'est pas mesurable sur le poids du corps en des intervalles de temps comme des jours, des semaines, voire des mois à partir d'un certain stade. Si l'on ajoute à ça les variations spontanées du poids du corps, on comprend assez vite qu'il est en pratique impossible de connaître la magnitude exacte du surplus qu'il faudrait suivre pour être en rythme avec la prise de muscle. Sans parler du fait que l'on ne peut pas estimer précisément sa dépense et son apport calorique si l'on devait commencer à considérer l'énergie nécessaire à la digestion de chaque type de nutriment, chaque geste que l'on ferait différemment d'un jour à l'autre, etc. En pratique, pour s'assurer d'être en surplus, il faut que l'on puisse constater, en tendance, une prise de poids dans des intervalles relativement petits, de l'ordre de semaines. Donc autant que l'on souhaite que le surplus soit faible, celui-ci doit tout de même être au moins mesurable et donc doit probablement excéder la vitesse de la prise de muscle. Si on voulait vraiment expérimenter d'infimes surplus, alors on ne le ferait pas trop proche du seuil de masse grasse minimum, afin de ne pas prendre le risque qu'un maintien ou déficit vienne menacer le seuil et donc diminuer la probabilité de prendre du muscle. De minuscules surplus peuvent être envisagés dans le cas où le taux de masse grasse est suffisamment haut pour que la potentielle erreur n'affecte pas la probabilité de prise de muscle, comme c'est le cas dans l'étude suivant des sumos. Mais bon, à des niveaux de masse grasse aussi safe, un maintien calorique pourrait totalement faire l'affaire. Afin de ne jamais être en dessous du total calorique visé et perdre du poids, ou d'être au-dessus et prendre du gras, il devient impératif de traquer précisément ce qui sera ingéré. Si on ne considère pas les soucis de mesurabilité déjà évoqués, d'autres problèmes émergent. Du fait de la faible marge d'erreur qu'impliquerait cette approche, peu de flexibilité serait permise. Il devient difficile de manger dehors spontanément avec des amis ou à table en famille si l'on n'est pas en mesure d'estimer ce que l'on mange. Et si c'est fait, il y aurait le réflexe de vouloir ajuster les repas autour de façon à corriger le tir. Impossible de rater un repas sous peine d'être en déficit. Impossible de succomber à une envie passagère sous peine de prendre un peu de gras. Comment je devrais réagir lorsque je décide de sortir de mes habitudes journalières et décide de faire un foot avec des potes? Comment calculer la dépense calorique associée? Si vous n'avez pas compris où je voulais en venir, je vais vous le dire. Une approche aussi extrême a de fortes chances de favoriser le développement de troubles du comportement alimentaire. Bien que le comptage des calories en tant que tel n'ait pas de lien de cause à effet avec les TCA, une approche aussi obsessionnelle en est probablement le symptôme. Et si la peur de prendre quelques grammes ou kilos de gras est assez forte pour vous encourager à tendre vers une telle approche, alors cela doit également soulever un problème dans votre relation avec votre corps et les croyances négatives cultivées probablement par le contenu auquel vous vous exposez sur internet. Perception du corps, estime de soi et TCA. Tant qu'on y est, on va en parler parce qu'il faut parler plus souvent des problèmes de perception et de relation avec le corps que ce genre de contenu favorise et l'impact que cela a sur l'estime de soi. Le discours dominant dans le fit game encourage à accorder un niveau d'importance disproportionné à l'apparence de votre corps vis-à-vis de ses fonctions. Le résultat est que l'on se sentira plus fier de rendre sec et défini que d'avoir la force de faire tel mouvement, la mobilité d'aller dans telle position ou la condition physique de faire telle activité. Et ce contenu a tendance à favoriser le développement d'un système de croyances ou une hiérarchie de valeurs associée à la capacité de contrôle sur son poids ou son apparence. On se sent fier d'arriver à et de maintenir un certain niveau de masse grasse parce que ça dirait de nous que l'on est supérieur. Si on est sec, c'est que l'on est capable de maintenir une certaine rigueur vis-à-vis de notre diète. On est discipliné et investi. Si l'on prend du gras, c'est que l'on est feignant, laxiste et négligent. Alors même que le gros de ce qui rend le processus plus ou moins difficile est neurophysiologique et environnemental. Donc lié à des prédispositions ou à l'environnement dans lequel vous avez grandi. Et forcément, utiliser ce spectre pour juger de sa valeur a un impact sur notre morale et notre confiance en soi au jour le jour. Dans le contexte de la vraie vie, où le corps est sujet à des variations spontanées,
spontané, il y aura forcément des jours où vous vous flagellerez l'esprit pour des facteurs hors de votre contrôle. Par exemple, il y aura des jours où vous aurez plus de rétention d'eau qu'un autre. Si en plus de ça, on considère les envies et fringales qui sont susceptibles d'arriver à faible taux de masse grasse, on a d'autres opportunités de dégrader son estime de soi, ou de renforcer la relation entre apparence et discipline que l'on s'imagine. À un certain stade, on commencera à associer des émotions négatives à notre apparence physique. Typiquement, une baisse de confiance en soi ou un sentiment de solitude seront exprimés par « je me sens gras » ou « je me sens moche ». Si vous n'aimez votre corps que de façon conditionnelle, dans notre cas lorsqu'il rend d'une certaine façon, alors votre relation avec votre corps n'est pas bonne. La relation avec la nourriture devient, à l'image de la relation avec soi-même, malsaine. La vision que l'on en a devient de moins en moins nuancée. On commence à mettre certains aliments dans des catégories bons ou mauvais, on ne s'autorise pas à manger en dehors de ce qui est prévu et parfaitement délimité par notre diète afin de maintenir le niveau de sèche qui nous satisfait. On accorde une importance démesurée aux métriques type calories, macros, etc. Bref, on favorise l'apparition de TCA. Je ne dis pas et ne pense pas qu'il est malsain d'avoir une certaine capacité de contrôle sur son apparence. Au contraire, dans une certaine mesure, il est sain d'avoir eu du succès avec la gestion de son poids et d'en avoir tiré de la confiance. Grâce à ces expériences, on saura que dorénavant, il sera toujours possible pour nous de se ramener sur les rails si nécessaire puisqu'on en a déjà été capable. Et justement, cela devrait permettre de maintenir une certaine estime de soi indépendamment de l'apparence de son corps à un instant T. On devrait pouvoir se dire « je peux me permettre de prendre du poids pour favoriser la prise de muscle parce que je sais que je serai capable de sécher lorsque j'aurai construit plus de muscles et que ce sera plus pertinent ». Là où c'est problématique, c'est lorsque la vision du contrôle devient binaire et très nettement délimitée. À ce stade, il n'y a plus d'entre-deux entre contrôler parfaitement ses calories et ses macros ou être en roue libre et devenir gras. On ne peut plus faire confiance à son corps, on est obligé de tout compter pour ne pas prendre le risque de devenir trop gras. Et vous voyez comment le milieu du fitness vient influencer négativement tous ces aspects. En mettant en avant des physiques plus secs les uns que les autres, en associant linéairement, à tort, la santé au niveau de masse grasse et en véhiculant un discours de contrôle excessif sur son alimentation et son apparence, on alimente ces troubles d'estime de soi conditionnels. Les pratiquants cherchant à montrer leur appartenance à ce milieu et à ses valeurs investissent une bonne partie de leur vie et de leur personnalité autour de leurs résultats selon les critères des réseaux sociaux. Et cela amplifie les enjeux émotionnels personnels associés à l'apparence et à un certain niveau de sèche. Vous commencez à surestimer l'importance de la perception que les gens ont sur vous vis-à-vis de votre niveau de masse grasse, de surestimer son impact sur votre succès amoureux. Et le contenu auquel vous vous confrontez crée une chambre d'écho qui renforce cette fixation excessive sur le niveau de sèche qui n'est pas corrélée avec la perception que les autres ont de vous dans la réalité. Et là où ça devient encore plus pervers, c'est lorsque des influenceurs commencent à vendre des services où ils prétendent régler vos soucis d'estime de vous en vous aidant à perdre du gras. On ne règle pas la cause du problème, je dirais même qu'on l'amplifie. Au final, on se sent mieux parce que notre apparence convient mieux aux croyances que l'on a développées, mais c'est temporaire. Le problème de relation avec notre corps est toujours là, dormant, prêt à ressurgir plus fort lorsqu'un peu de poids sera repris. Je sais malheureusement que si vous êtes déjà bien immergé dans cet état d'esprit, vous n'êtes probablement pas prêt à entendre ces arguments. Peut-être même que vous êtes déjà parti depuis l'introduction. Je sais que remettre en question les croyances et valeurs sur lesquelles repose votre perception de vous et les habitudes que vous avez développées sera naturellement pris comme une attaque. En imaginant ce genre de personne, je pense typiquement à quelqu'un qui dira qu'avant d'adopter ce style de vie, il se sentait mal dans sa peau et pensait être en mauvaise santé. Que c'est ce manque de satisfaction vis-à-vis de son apparence qui lui a permis de faire les efforts pour atteindre un physique qui correspond à ses standards, sous-entendu de niveau de sèche. Et que maintenant, c'est le fait de maintenir ou améliorer ce physique qui le force à continuer à aller s'entraîner, à être plus ou moins en bonne santé. Plus ou moins parce que pas sédentaire et pas en surpoids. Qui plus est, il a développé un groupe social avec lequel il partage une vision similaire, avec lequel il s'encourage à maintenir ce style de vie et se considère comme une élite qui est capable de se pousser à être plus discipliné. Pour quelqu'un qui en serait là, j'espère au moins, si je ne peux pas susciter une remise en question, planter une graine. Une graine qui permettra, le jour où de réels soucis seront rencontrés, de repenser à tout ça et faire les premiers pas vers une relation plus saine avec l'alimentation, le sport et soi-même. Si vous voulez creuser un peu le sujet, je vous renvoie vers l'épisode d'Iron Culture Podcast dédié au body image et à l'estime de soi. Mon expérience. D'ailleurs, je comprends totalement l'espace mental dans lequel vous pouvez vous situer. Je parlais tout à l'heure de l'impact du taux de masse grasse bas sur ma progression et sur les douleurs que j'ai accumulées et traînées sur de longues périodes. Mais j'ai aussi rapidement évoqué d'éventuels troubles du comportement alimentaire non diagnostiqués, et il est temps d'en parler pour que vous ayez une idée plus concrète de ce dont je veux vous préserver. Parce que j'étais attaché au rendu visuel que j'avais aux alentours de 83 kg, j'ai déterminé le total calorique qu'il convenait de suivre pour rester à ce poids. Mais cela ne suffisait pas, il y avait toujours les variations de poids spontanées. Aussi, la dépense calorique n'était pas nécessairement la même d'un jour à l'autre, selon les activités, et cela pouvait également me mettre hors track. J'ai donc pris l'habitude de me peser à plusieurs reprises dans la journée. Pas seulement le matin à jeun, mais aussi à midi et surtout le soir, où je me servais du poids affiché pour savoir s'il fallait que je mange encore ou pas pour atteindre le PDC souhaité le lendemain matin. J'ai peu à peu développé ma capacité à anticiper les variations vis-à-vis de ce que je mangeais, pendant une nuit de sommeil ou à la suite d'une douche par exemple, et je pouvais toujours me débrouiller pour être à peu près au bon poids de corps le matin. Dit comme ça a l'air cool, c'est la capacité de gérer précisément son maintien, surplus ou déficit. Mais ça, c'est sans considérer
considérer la façon dont ça se manifeste dans l'esprit. Il y avait une réelle anxiété à garder le poids du corps que je souhaitais. Toute la journée, il y avait une pensée pour ce qui rentrait dans mon estomac en relation à comment ça affecterait l'évolution de mon poids. Je n'avais aucune spontanéité, je ne mangeais que chez moi pour avoir un contrôle total sur mes apports et je culpabilisais si je m'en écartais. Je me sentais mal si je me retrouvais à manger un peu plus et donc à prendre un peu plus de poids, ou un peu moins et prendre le risque d'être trop sec, comme si je ne l'étais pas déjà assez. Et au final, je n'étais même pas vraiment satisfait de voir le bon poids de corps s'afficher le soir avant de dormir. Honnêtement, plusieurs soirs je me pesais en espérant avoir le droit, entre gros guillemets, de manger plus avant de finir la journée. Il y a des jours où la faim et les fringales sucrées étaient moins soutenables que d'autres et où je finissais par succomber en tombant un pot de fromage blanc avec du miel, parce que je ne m'autorisais pas à acheter des aliments que je ne considérais comme pas bons, selon une certaine classification qui était absolue et sans nuance. Ce genre de pulsion aurait dû m'alerter sur le fait que je ne mangeais certainement pas assez en relation à mes besoins pour récupérer. Mais à Soul, je pouvais prendre de beaux selfies dans le miroir, alors ça devait pas être important, tu vois. Ce sont des amis qui étudiaient pour être diététiciens qui m'ont alerté du fait que mes habitudes tendaient vers les TCA et qui ont semé la graine qui m'a permis de remettre en question le bon sens de ce que je faisais. En acceptant de manger plus pour mieux récupérer, j'ai dû accepter de prendre un peu de gras et me rendre compte que cela n'affecte pas ma valeur en tant que personne ou celle perçue par les autres. J'ai commencé à accepter plus de spontanéité pour passer de bons moments avec mes proches. Je me suis rendu compte que la variation de poids que cela pouvait impliquer était négligeable, que tout se stabilise très rapidement et qu'au pire des cas, ça se corrige facilement. Finalement, j'ai réalisé que l'approche que j'avais suivie n'était pas soutenable dans l'optique de pouvoir vivre avec quelqu'un par exemple. J'ai donc entamé le processus qui m'a ensuite amené à arrêter de compter mes calories, à lâcher un peu la balance et à suivre une approche plus flexible que je vais présenter un peu plus tard pour ma prise de muscle. Bref, revenons à notre stratégie alimentaire pour maximiser notre prise de muscle. Pour un pratiquant récréatif, c'est-à-dire pas un bodybuilder pro, adopter un style de vie aussi restrictif que la pseudo-méthode idéale présentée un peu plus tôt n'est pas approprié. Cela a tendance à vous exclure de cercles sociaux, à cultiver des troubles comme on vient d'évoquer, et simplement à rendre la pratique moins fun overall. Le mot d'ordre du lifestyle que vous devez adopter doit être la durabilité. Je vais donc tenter de vous proposer un guide pour gérer votre alimentation dans l'optique de prendre du muscle sur le long terme de la façon la plus saine possible, sans pour autant rentrer dans l'autorexie ou les troubles du comportement alimentaire. L'idée est, comme pour l'adhésion à un programme d'entraînement, d'avoir un lifestyle le plus proche de l'optimal pour la progression et la santé que possible, tout en faisant suffisamment de compromis pour rendre l'expérience durable et appréciable. La guideline. Bulk, maintien, déficit, quand et comment ? A partir de maintenant, soyez bien attentifs. Revisionnez la vidéo si vous le devez pour bien comprendre l'approche. La première chose à considérer est le point de départ. Quel est votre niveau de masse grasse et quel est votre niveau de pratique? Cette vidéo étant déjà bien assez longue, je ne rentrerai pas dans le détail des critères selon lesquels je juge le niveau de pratique d'un pratiquant. Ce qu'il faut retenir, c'est que le physique affiché ou le niveau de force absolue ne sont pas les critères premiers du niveau de pratique, car ceux-ci dépendent beaucoup des prédispositions de chacun. Des éléments plus parlants sont le temps de pratique, la vitesse de progression relative à celle en début de pratique, le niveau d'exigence de la progression, le niveau d'application vis-à-vis du processus, gestion du sommeil, de l'alimentation, du lifestyle général, programmation et exécution du programme d'entraînement. Ainsi, chaque catégorie couvre un large spectre d'évolution. Un pratiquant faisant sa première séance n'a quasiment rien à voir avec un pratiquant qui progresse déjà depuis 1 à 2 ans sans avoir rencontré de plateau à l'entraînement en dépit d'une méthodologie très simple et d'une faible considération des variables hors entraînement. Pourtant, tous les deux entrent, pour moi, dans la catégorie des pratiquants débutants. Le même principe s'applique à un pratiquant intermédiaire ou avancé. Le stade de débutant est celui qui offre le plus de flexibilité du fait que l'exigence pour progresser est basse. L'approche adoptée dépendra principalement du niveau de masse grasse initiale, de la vitesse de progression souhaitée et de la quantité de progrès déjà fait. Dans la mesure du raisonnable, le niveau d'importance accordé au rendu peut entrer en ligne de compte. Les progrès viennent pour le moment assez facilement pour que ce ne soit pas grave de ralentir un peu les progrès. En particulier, si avoir de premiers résultats visibles peut vous motiver à continuer la pratique. Ça peut être le cas par exemple pour les personnes ayant commencé avec l'objectif de perdre du poids. Si vous êtes très sec ou skinny fat, disons de 8 à 15% de body fat, et que vous faites vos premiers pas à la salle, on est dans la situation de l'étude de Rosneck. Vous pouvez speedrun les gains avec un gros surplus calorique ou être un peu plus conservateur sur la taille du surplus, mais dans les deux cas, on ira sur un surplus calorique. Si votre niveau de pratique est un peu plus élevé, on reste sur un surplus, mais on ne visera pas le Dreamer Bulk. Eric Helms donne le rythme arbitraire d'une prise d'environ 2% du PDC par mois, mais cela se voit au cas par cas. Pour une personne en surpoids voire obèse, donc 20% de body fat et au-dessus, et je dis pas qu'une personne de 20% de body fat est obèse, clairement pas, alors on partira sur un déficit calorique. On est dans la période où faire une recomposition corporelle est le plus simple, il n'y aura aucune difficulté à construire du muscle en parallèle à une perte de gras. Cela rendra également la pratique plus abordable, notamment pour commencer des mouvements où le poids du corps est impliqué ou où la masse des membres peuvent limiter la mobilité et l'amplitude, par exemple les squats, les pompes, les tractions, etc. Mais on garde quand même en tête que l'objectif n'est pas de devenir sec et nerveux. On ne veut pas perdre du poids au point de réduire ses probabilités de prise de muscle. Il y a cette opinion impopulaire, ce hot take, que j'ai entendu sur la chaîne de Bald Omniman, qui disait qu'un pratiquant ne devrait pas penser à sécher avant d'avoir passé 50
pratique. L'idée sous-jacente est que le résultat d'une perte de gras chez une personne n'ayant pas construit un minimum de base musculaire a peu d'intérêt. S'il n'y a pas de muscle, on tend simplement vers le skinny fat. S'il y a peu de muscles, le rendu se rapproche de celui d'un pratiquant de n'importe quel autre sport qui a un minimum de masse musculaire et qui est sec. El famoso skater qui peut te mog alors que tu fais de la muscu. Si tu commences à te faire mog par des skaters, c'est que vas-y mec, commence à bien blaster les steps parce qu'en vrai c'est pas carré là. Et toi, c'est qui ton ex déjà? Alors oui, tu peux rendre bien en photo grâce à de bons angles et éclairages, mais IRL, ça n'impressionne pas grand monde. Le problème, c'est que lorsqu'on est sec, il y a ces pensées qui commencent à apparaître et qui nous confortent dans l'idée que l'on est bien. On cope en se disant que tous les autres sont plus gras et que donc, s'ils étaient aussi secs que nous, ils seraient peut-être pas si gros. Alors même que la différence de niveau est telle qu'elle ne peut pas s'expliquer juste par une différence de taux de masse grasse. Le même mécanisme existe aussi de l'autre côté du spectre, lorsqu'en poussant un peu trop le bulk, on ne se sent plus gros que les autres, là où une bonne proportion est de la masse grasse excessive. Au moins, la personne un peu trop grasse ne réduit pas ses probabilités de prise de muscle, me direz-vous. Il ne faut pas embrasser ces narratifs. Il faut rester honnête avec soi-même et se remettre dans des conditions plus propices à la progression. Et pas chercher à rationaliser pourquoi on est bien là où on est pour la gratification instantanée que cela procure. Pour une personne située entre ces extrêmes, disons entre 13% et 20% de masse grasse, on fera le choix selon les critères suivants. Si l'on est plus proche de 13% que de 20% et que l'on veut maximiser autant que possible la prise de muscle, alors on optera pour un surplus calorique. Lorsque le taux de masse grasse devient élevé et tend vers les 20% de body fat et plus, deux options se présentent. 1. Faire un mini-cut et repartir sur un surplus. 2. Se mettre en maintien calorique et faire une recomposition corporelle. Le critère qui déterminera quelle option choisir sera à ce stade le rendu physique, car on n'est pas encore à un niveau de pratique où faire un léger dégraissage viendra considérablement atténuer la progression. Si on est plutôt entre 16 et 20%, se mettre en maintien calorique est probablement une bonne option. La probabilité de recomposition corporelle est haute. On considérera de passer en surplus lorsque le pourcentage de masse grasse aura diminué avec les progrès. Si on est plus proche de 20%, alors le choix entre maintien et déficit se pose. Le maintien assurera la meilleure vitesse de progression, mais encore une fois, à ce stade de la pratique, la probabilité de recomposition corporelle étant élevée, il sera très probable de pouvoir construire du muscle même en déficit au prix d'une progression légèrement moins rapide. Comme vous l'aurez remarqué, certains intervalles de body fat se recoupent. C'est pour témoigner de la flexibilité dans l'approche qui se présente à un pratiquant dans ces différents cas de figure, ainsi que le caractère individuel des seuils de masse grasse. Il convient tout de même d'ajouter quelques considérations. Plus vous vous approcherez d'un niveau de pratique intermédiaire, moins il fera sens d'entrer en déficit calorique sans en constater l'impact sur la progression et la récupération. Je n'ai pas encore fait mention du seuil de masse grasse optimal pour la progression, car la basse exigence des progrès pour un débutant rend cette considération secondaire du moment qu'on ne se met pas en état d'insuffisance énergétique. Quelque part, la vitesse de progression peut elle-même être une considération secondaire à ce stade de la pratique. Comme le dit Natural Hypertrophy, les nouveaux pratiquants sont trop pressés de progresser et devraient peut-être prendre un peu plus leur temps. En tant que débutant, les progrès viennent relativement facilement, il n'y a pas vraiment besoin de trop se prendre la tête vis-à-vis de sa façon de s'entraîner, pas besoin de tout optimiser en dehors non plus, la motivation est encore bien présente. On a tous tendance à vouloir être un pratiquant avancé aussi vite que possible du fait des résultats associés. La vérité est qu'une fois qu'on considère les niveaux d'exigence à tous les niveaux, beaucoup se rendraient compte que mis à part les résultats, le statut d'avancé n'est peut-être pas si enviable que ça. Savourer la progression sans prise de tête tant qu'elle est là. Cependant, cela n'est pas pour autant une excuse pour faire les choses à l'arrache. L'idée est plutôt de se donner le temps d'adopter de bonnes habitudes de façon progressive et supportable. À partir du stade d'intermédiaire, les choses se compliquent un peu. Vous ne pouvez plus espérer progresser sans une certaine considération de tous les aspects, et le niveau d'exigence vis-à-vis du processus ne fera qu'augmenter. À partir de maintenant, on ne considère plus l'option de se mettre en déficit calorique aussi simplement qu'auparavant. Selon où vous vous situez en tant que pratiquant intermédiaire et selon l'exigence de votre programme, être en déficit calorique peut devenir la raison de votre stagnation et de l'accumulation de fatigue pouvant causer l'apparition de douleurs. La baisse de l'apport énergétique ne sera donc considérée que si le taux de masse grasse est très haut, au point où l'aspect visuel nous dérange sérieusement. En tout cas, si ce critère n'est pas abusivement tiré vers le bas par une surexposition aux réseaux sociaux. L'idée sera de toujours être au-dessus du seuil de masse grasse optimal pour progresser. Si l'on cherche à continuer à construire du muscle, le but n'est donc pas de sécher pour devenir shredded. Si l'on est amené à sécher, ce sera simplement pour se rapprocher du seuil dont on s'est trop éloigné à l'issue d'un long surplus. On cut pour faire de la place pour bulk, comme dirait Baldom Niemann encore une fois. We cut in order to make more room to bulk. Now, there's a lot of wisdom in that in saying, one, look, we're just cutting weight to make room to gain more quality weight later. There's going to be some level of fat gain with the muscle that you put on. I'm a content creator. It's literally part of the, me being popular and presentable to maintain a certain level of leanness. I am willing to put on fat to put on muscle. You should be willing to put on fat to put on muscle if you really want it enough.
Il y a donc deux approches qu'il convient d'adopter. La première est donc de bulk jusqu'à ce que les niveaux de gras soient trop élevés, mini-cut jusque quelque part aux alentours du taux de masse grasse optimal, repartir sur un bulk et rebelote. Le rythme du surplus devra être plus lent comparé à un pratiquant débutant du fait de la vitesse de progression plus lente. Eric Helms donne arbitrairement le rythme d'environ 1,5% du PDC par mois. Concernant le temps passé en bulk versus celui passé en cut, ce dernier recommande un ratio de 4:1, c'est-à-dire que le temps passé en bulk doit être 4 fois le temps passé en cut. The heuristic I was going to recommend is a 4-to-1 ratio, so that to earn yourself, say, a month mini cut, you have to at least be in a surplus for 4 months. Par exemple, 4 mois de bulk permettent de faire un mois de mini-cut derrière. Évidemment, la durée du bulk ne doit pas être aussi arbitraire que ça. Ici, le temps est donné à titre d'exemple. En pratique, il sera plutôt question du temps qu'il faudra pour arriver à un taux de masse grasse indésirable et pour construire un minimum de muscle. Maintenant, c'est là qu'il convient d'être un peu plus minutieux. Plus le niveau de pratique augmente, plus les périodes de bulk devront être longues. En effet, les gains devenant de plus en plus lents, si l'on doit s'arrêter de bulk tous les 4 mois avec un certain niveau de pratique, alors dans les faits, on ne créera jamais de période assez longue pour faire des progrès significatifs. Plus on tendra à se rapprocher d'un niveau de pratique avancé, plus ces périodes axées prise de muscle devront être longues. You bulk for as long as possible and you cut as quickly as possible so that you can bulk again for as long as possible. 90% of your training should be spent in a surplus, period. I don't care if you're someone that is naturally lean. Look, guys, I can stay 10% body fat or below effortlessly. I'm someone that can gain strength and size at that body weight. It's not even conducive for me to stay that lean because I get much better results when I bulk. Period. You're someone that is very, very extremely likely to not be in that genetically blessed circumstance to do that. But even in that capacity, you still need to eat to grow. On ne veut pas pour autant continuer à accumuler du gras à un moment où on se rapproche déjà de niveau à la limite de l'indésirable. On peut donc réduire la taille du surplus au fur et à mesure que la masse grasse est élevée, puisqu'on ne prend plus le risque de menacer le seuil, ou alors c'est là qu'intervient la deuxième stratégie. Se mettre en maintien calorique à un niveau de masse grasse significativement supérieur au seuil de masse grasse minimum optimal. Pour reprendre ce que l'on disait, cela peut permettre de poursuivre une phase de prise de muscle sans avoir à accumuler plus de masse grasse. Concrètement, ça veut dire qu'on va d'abord bulk, on atteint par la suite un niveau de masse grasse suffisamment haut pour ne pas menacer le seuil, on peut donc se placer en maintien calorique à ce poids du corps, et continuer à faire des progrès en recomposition corporelle. Cela évite d'avoir à cut prématurément et perdre l'inertie que l'on a dans notre phase de progression. On peut au choix pousser le bulk jusqu'au point où on aurait cut et se placer en maintien là pendant un bon moment, ou monter en escalier par période alternée de bulk et maintien pour éviter d'accumuler trop de gras. Après un peu de temps passé à récomp, on bulk à nouveau, puis maintien, etc., etc. Un pratiquant plus avancé suivra le même schéma que le pratiquant intermédiaire, en revoyant encore la taille du surplus vers le bas, 0,5 à 1% du PDC par mois selon Eric Helms encore, et en rallongeant les périodes de prise de muscle en vertu de la vitesse de progression toujours plus basse. Il ne sera probablement plus envisageable de cut tous les ans. Maintenant, quelle approche choisir en pratique? Cela dépendra principalement de deux facteurs. 1. D'un quel point constater du changement est stimulant pour vous et contribue à garder de la motivation, auquel cas le cycle bulk and cut, du fait des changements visibles sur plusieurs mois, vous conviendra plus, là où une recomposition corporelle en maintien ne manifeste les changements que sur du très long terme. 2. D'à quel point vous êtes prêt à être dans la minutie. Suivre un faible surplus demande un minimum de maîtrise des quantités de nourriture ingérées et du suivi de l'évolution de son poids de corps. C'est indéniablement un effort significatif à considérer dans la balance. Balance. Vous l'avez. Après, on se place considérablement au-dessus du seuil de masse grasse optimale pour une raison, que le processus ne demande pas un niveau de minutie irréaliste. Si les niveaux de masse grasse sont suffisamment hauts, ça ne pose pas de problème que le PDC ne monte plus, voire redescende un peu pour remonter plus tard. C'est pensé de façon à ce que la méthode soit compatible avec de la spontanéité ou les imprévus que la vie peut impliquer. Tout ça pour dire qu'il n'est pas nécessaire d'être exactement sur un surplus de 1%. Si vous en faites un peu trop ou pas assez, ce n'est pas si grave tant que vous n'êtes pas trop sec. Si vous perdez un peu de poids, pas d'inquiétude, on a assez de stock pour que ça n'impacte pas notre masse musculaire ou notre probabilité d'en construire. Si vous prenez un peu trop, rien de grave non plus, la probabilité de prise de muscle n'est pas affectée, et à ce niveau de pratique, il est bien plus simple de perdre du gras que de prendre du muscle. 3 à 4 kg de gras peuvent se perdre sur quelque chose comme 6 semaines de déficit sans perdre de masse musculaire, là où garder la même quantité de muscle se fait sur plusieurs années sans exagérer. Vous aurez des périodes où vous mangerez avec des potes ou de la famille, d'autres où vous serez stressé ou l'appétit ne sera pas au rendez-vous. Si vous êtes assez large sur votre taux de masse grasse, ces choses-là n'affecteront pas ou
ou peu significativement votre progression. Et par suffisamment gras, je ne parle pas d'être extrêmement gras. Donner des chiffres n'a pas vraiment de sens parce que cela dépend de l'individu, mais vous pouvez garder de la définition, des abdos visibles selon le niveau de masse musculaire de ceux-ci évidemment, et être totalement dans les intervalles de masse grasse souhaités. Comme on l'a évoqué plus haut aussi, le rendu pour un même pourcentage de masse grasse varie considérablement selon la quantité de masse musculaire en dessous. C'est pourquoi l'approche décrite s'adresse à des pratiquants ayant déjà construit une certaine masse musculaire sur des années d'entraînement. Parce qu'à ces niveaux, quelque chose comme 20% de masse grasse chez un homme ne vient pas cacher la masse musculaire déjà construite. Pour reparler un peu de moi, comme l'égocentrique que je suis, cela fait maintenant 2 ans que je suis en maintien. Je mets maintien entre guillemets parce qu'il y a des variations de poids. Parfois je vais tendre vers 96 kg, parfois plutôt vers 93. Ou parfois voire même vers 98. On sait pas. Comme je viens de le dire, cela n'est pas un problème car mes niveaux de masse grasse sont suffisamment élevés pour que cela n'affecte pas mes probabilités de prise de muscle. C'est principalement pour des raisons pratiques que j'ai choisi cette approche. Je ne compte plus mes calories depuis plusieurs années et je mange en famille sans avoir pesé les aliments au préalable. Maintenant, j'avais compté mes calories assez longtemps durant ma carrière à l'entraînement pour que mon appétit ainsi qu'une estimation à vue des aliments me permettent d'estimer à peu près les variations ou non de mon poids de corps. Il y a 2 ans donc, l'idée était de monter mon PDC assez haut pour que je n'ai plus à me soucier d'être proche du seuil de masse grasse pendant un moment. J'ai donc fait un surplus rapide qui m'a fait prendre 3 à 5 kg de gras en une période de temps très courte afin d'avoir cette base pour une recomposition corporelle. Est-ce que cela est optimal? Absolument pas. Comme on l'a dit, j'aurais pu, si j'avais envie de la minutie, suivre un surplus plus conservateur, puis ensuite me mettre en maintien. C'était juste l'option la moins prise de tête. Maintenant, faut accepter l'idée de se voir au jour le jour considérablement plus gras qu'auparavant. Ça peut être difficile au début, mais on s'habitue dans une certaine mesure assez rapidement. Il faut également s'assurer que cela ne vous fasse pas devenir trop gras par rapport à la considération vis-à-vis des cellules adipeuses énoncées plus tôt. Après bientôt 2 ans et demi sur un poids de corps comparable et des performances à l'entraînement qui n'ont pas cessé d'augmenter tout au long de cette période, je peux dire que je ne regrette pas mon choix. La différence est clairement visible. Je peux manger avec les gens sans passer pour le relou qui a besoin de tout peser ou estimer, ou qui sort sa boîte de thon à un repas de famille. Pareil, j'avais pas eu tout mon quota de total protéines, je suis allé acheter des putains de boîtes de thon genre mi-de repas parce que je savais que j'allais pas avoir mon total. Ils m'ont vu faire ça, ils se sont dit mais ce mec est un ouf. Comme je l'ai dit, il y a eu des variations. Parfois je suis monté un peu trop haut, vers 97-98 kg en allant manger avec des potes sur certaines périodes. D'autres fois je suis descendu vers 92 avec une baisse d'appétit liée à une période de stress. Mais mes performances à l'entraînement n'en ont jamais trop souffert du fait de la marge d'erreur que je me suis construite avec la prise de poids initiale. Mon objectif est d'avoir une méthode que je pourrais suivre toute ma vie et je ne me vois pas faire mon repas dans mon coin tout seul lorsque je fonderai une famille. Le plan était de rester 3 ans sur ce maintien, donc il me reste encore quelques mois comme cela avant de repartir sur un bulk plus conservateur à l'issue ou non d'un mini-cut selon le taux de masse grasse final. Suivi du processus, calories et poids du corps. Maintenant qu'on a établi la démarche, voyons comment mettre ça en pratique. Peu importe la méthode que vous adopterez, la question de traquer ses calories se posera. On a déjà évoqué que cela était préférable dans l'optique de mieux contrôler son niveau de surplus si l'on veut que celui-ci soit suffisamment faible. J'ai aussi mentionné que ce n'était pas obligatoire en se donnant une plus grande marge d'erreur. Pour cette seconde option, cependant, avoir un passif de comptage de calories pourrait être un prérequis. Je suggérerais à quelqu'un qui n'a jamais compté ses calories de le faire, car cela permettra de l'informer sur la densité calorique des aliments. Comme je viens de le dire, je ne compte plus mes calories, mais j'ai passé 4 ans à le faire, ce qui me permet d'avoir un ordre d'idée de la densité calorique et des macros des aliments que je peux consommer, ainsi que de la relation entre ma sensation de faim et ma balance calorique. Je sais que si je ressens un certain niveau de faim, je suis en déficit calorique et je devrais perdre à peu près tant de poids. Je sais aussi que si je sens que mon ventre est plein à tel niveau, je suis en surplus. Quelqu'un qui n'aurait pas ce passif de tracking de calories à corréler avec ses sensations et aux quantités dans son assiette aurait plus de mal à suivre une tendance de prise, maintien ou perte de poids. Surtout en visant une certaine allure dans la prise ou perte de poids. Bref, s'il n'y a pas de passif de comptage de calories ou de portions, alors je recommande de le faire pendant un moment. Je vais juste ajouter que la mesure n'a absolument pas besoin d'être précise à la calorie près. Ce serait de toute façon futile parce qu'elle ne prend pas en compte la quantité d'énergie utilisée pour digérer un aliment, le niveau de biodisponibilité des nutriments selon la forme, à quel point ils sont cuits, la marge d'erreur dans l'estimation des valeurs nutritionnelles de cet aliment, bref, et que l'on n'a pas vraiment besoin de considérer tous ces détails en pratique. Je dis ça parce que bien que le comptage de calories en tant que tel ne cause pas le développement de troubles du comportement alimentaire, pour les personnes qui y sont sujettes, c'est un outil pouvant laisser s'exprimer un besoin excessif de contrôle de la gestion de son poids. Je ne veux pas que ça devienne le cas pour vous. Tant que j'y suis, c'est peut-être le moment aussi de vous dire que vous n'avez pas besoin de stresser pour vos quotas au jour le jour. Ça peut arriver de ne pas atteindre son total calorique un jour, qu'il nous manque 200 kcal par exemple. Pas grave, ça peut se rattraper le lendemain, voire même se rattraper sur la semaine. Si votre total calorique moyen est bon, alors tout va bien. Et c'est pareil pour vos protéines ou quoi, hein. Et évidemment, je ne parle pas d'aller dans des extrêmes où vous seriez à jeun certains jours et où vous vous gaveriez sur d'autres pour compenser. Dans une certaine mesure, avoir des apports réguliers
régulier est souhaitable, mais je parle vraiment de ne pas dramatiser si un jour ou deux ne se passe pas comme prévu. La plupart du temps, c'est totalement rattrapable et lorsque l'on dézoome sur l'échelle du temps, un jour, 2 jours, ça ne représente pas grand chose sur des mois et des années. Maintenant, que vous comptiez les calories ou non, suivre l'évolution du poids du corps n'est pas quelque chose de dispensable. Simplement se regarder dans le miroir ne permettra pas de quantifier l'évolution du poids. Alors il convient de suivre cela un minimum. Maintenant, comme pour le tracking des calories, le but est de ne pas avoir une relation obsessive avec son poids du corps et de ne pas vouloir avoir un contrôle absolu dessus. Il y aura des variations de poids spontanées décorrélées du total calorique que vous aurez ingéré. Il ne faut pas y prêter attention et plutôt se baser sur la tendance des variations de poids. C'est là que ça devient un peu tricky, parce que selon l'approche adoptée, le niveau de tracking devra varier afin de s'assurer qu'on est sur la bonne voie. Typiquement, dans mon cas, en maintien à un taux de masse grasse suffisamment élevé, je peux m'en sortir sans me peser pendant des jours voire semaines sans prendre le risque de dérailler. Pour quelqu'un qui suit un surplus et qui ne veut pas le laisser s'emballer ou au contraire qui pourrait ne pas manger suffisamment, il faudra suivre plus régulièrement son poids de corps pour garder les choses sous contrôle. Quelle approche suivre du coup? Vous remarquerez que je n'ai pas évoqué l'utilisation de calculateurs pour trouver son poids de maintien lorsque je parlais de calories. C'est normal. J'estime que la plupart des calculateurs ne permettent pas d'avoir une estimation juste parce qu'ils ne peuvent simplement pas prendre en compte tous les facteurs individuels qui viendront influencer votre dépense journalière. La méthode à suivre selon moi est de mesurer son poids de corps sur une certaine période, disons 3 semaines, en mangeant comme on a l'habitude de manger, avec le simple ajustement que l'on mesurera les quantités de ce que l'on mange, sans les altérer significativement. On se rendra peut-être compte que le total calorique varie d'un jour à l'autre, c'est pas un souci. L'idée c'est que l'on calculera le total calorique journalier moyen sur la période, et de la même façon pour le poids de corps. On fera une moyenne du poids du corps par semaine de façon à lisser les variations spontanées ou liées à des variations de calories ingérées. Si la moyenne du poids du corps sur plusieurs semaines est stable avec une petite marge d'incertitude, good, on a trouvé à peu près le total calorique qu'il faut pour être en maintien. S'il évolue, on peut faire des ajustements par petits incréments de 100 à 200 calories par semaine pour stabiliser le poids de corps et trouver le total de maintien. Maintenant, on se réfère à la roadmap établie précédemment. Selon qu'on veuille être en maintien, passer en surplus ou en déficit, on fait les ajustements côté calories et on continue de se peser de façon à s'assurer que le poids varie comme on le voudrait. Je suggère encore une fois d'augmenter ou baisser par petits incréments par semaine. Augmenter d'un coup de 500 kcal son total au-dessus de son maintien revient simplement à initier une prise de poids plus significative dès le début, mais qui sera majoritairement une prise de gras. Comme on l'a vu, avoir un surplus assez faible est souhaitable, et si l'on est déjà au-dessus du seuil minimum de masse grasse optimale, alors avoir une semaine où le surplus est insuffisant n'affectera pas les progrès. Ça vaut donc le coup de monter les calories petit à petit. Pour donner un ordre d'idée, augmentez votre total calorique de 5 à 10% de votre maintien calorique. Typiquement, si vous consommez 3000 kcal pour maintenir votre poids du corps, alors vous augmenterez votre total de 150 à 300 kcal. Selon comment votre poids évolue, vous pourrez ajuster ce nouveau total à la hausse ou à la baisse. La maintenance étant liée à votre poids de corps, ce nouveau total finira par ne plus créer de hausse de poids. Selon l'approche que vous avez choisi de suivre, vous pourrez à nouveau augmenter le total pour continuer votre bulk ou passer un peu de temps à récomp avant de remonter le total. Le poids devra être mesuré le matin à jeun par souci de comparabilité des mesures. Quant à la fréquence des pesées, cela dépendra de votre relation à votre poids de corps et à vos tendances à faire une fixation dessus. Pour quelqu'un qui n'a aucun souci de ce côté-là, il n'y a pas de contre-indication à le faire tous les jours. Cela permettra d'avoir plus de données pour les moyennes. Pour quelqu'un qui est plus sensible, il conviendra d'espacer les mesures et d'adopter une approche qui demandera un peu moins de minutie. Comment maximiser ces marqueurs de santé? Recommandations alimentaires. Il faut que vous preniez en main votre santé, c'est important. Bon, on a vu plusieurs options vis-à-vis de la gestion de votre poids de corps. Mais vous vous doutez bien que le but n'est pas de faire ça n'importe comment. Lorsque j'ai pu dire plus haut que plus le niveau de pratique avance, plus les progrès deviennent exigeants, ça vaut pour la programmation de l'entraînement, pour la gestion du seuil de masse grasse comme déjà énoncé, mais également sur tous les aspects affectant les niveaux de récupération. Sous-entendu, la santé. Plus vous serez en bonne santé, moins le corps aura à se soucier de stress, carence, inflammation, etc. Plus il pourra allouer des ressources à la récupération et aux adaptations liées à l'entraînement. On a donc tout intérêt à faire des choix alimentaires sains pour optimiser sa progression, mais également pour éviter toute éventuelle complication qui pourrait être liée à une prise de gras ou à l'ingestion de grosses quantités de certains aliments, acides gras saturés par exemple. Le but n'est pas de tendre vers l'autorexie non plus. Vous verrez que ma guideline tentera autant que possible de permettre de la flexibilité pour favoriser le niveau d'adhésion, mais il convient de considérer certaines recommandations. Pour ce qui est des macronutriments, je pense que c'est ce à quoi vous êtes le plus familier, il conviendra de viser au moins 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Pour les lipides, on visera entre 20 et 25% de notre apport calorique total, en ayant un minimum strict de 60 grammes, ou de 0,7 grammes par kilo de poids de corps. Je n'aime pas trop la recommandation en pourcentage de l'apport calorique total, néanmoins c'est ce que la littérature scientifique sportive peut nous donner. Typiquement pour des sédentaires, elle est plutôt de 35 à 40% de l'apport calorique total, en vertu du fait que la dépense calorique est supposée beaucoup plus basse. Il conviendra de privilégier des lipides d'origine végétale, huile, margarine, oléagineuses, etc., qui contiennent majoritairement des acides gras insaturés, ainsi que les graisses provenant du poisson, qui sont
sont indispensables pour le rapport en oméga 3. Les sources végétales d'oméga 3 contiennent principalement de l'acide alpha-linoléique, ALA, dont on ne convertit qu'une infime partie en EPA et DHA, auxquels on attribue l'essentiel des effets bénéfiques. Le sujet des huiles végétales fait débat, mais les gens qui prétendent qu'elles sont à l'origine des problèmes de santé auxquels elles sont corrélées ignorent tous les facteurs confondants desquels proviennent probablement ces causalités inverses. Pour ce qui est du poisson, il est recommandé de ne pas excéder 2 portions de poisson, dont une de poisson gras par semaine, une portion étant équivalent à environ 100 grammes. Cette limitation est considérée en vertu de la contamination des poissons par des métaux lourds. Si on souhaite en manger plus fréquemment, et c'est possible, on favorisera donc des poissons comme la sardine, la truite, le hareng, le maquereau, l'anchois, le colin ou le cabillaud. Si vous n'avez pas de goût et que vous n'aimez pas le poisson, vous avez la possibilité de vous supplémenter en gélules d'oméga 3, code GymLeader10 sur Broadway. Eh les amis, je vais spammer le code aujourd'hui là, le sujet il s'y prête bien. La plupart d'entre vous est sans doute déjà familier avec les effets bénéfiques des oméga 3 pour l'organisme. En consommer assez est donc un no-brainer. Ah, tant qu'on y est, le concept de ratio oméga 3 oméga 6, c'est du bullshit, hein. Ce qui compte vraiment, c'est de consommer suffisamment d'oméga 3. Par ailleurs, les oméga 6 d'origine végétale ne sont pas pro-inflammatoires. Et hop, comme ça on balait 2 mythes pour le prix d'un. Si vous voulez vous intéresser plus en détail sur les oméga 3 et que vous comprenez l'anglais, je vous suggère l'épisode d'Iron Culture Podcast sur le sujet. On les cite souvent, hein, je trouve, dans cette vidéo. C'est parce que c'est du bon contenu, comme on n'a pas en France. Un jour, on aura le UOTS podcast, moi je vous le dis, ça va briser Internet. Pour rester sur les lipides, mais plutôt côté limitation, on ne dépassera 0,3 à 0,4 g par kilo de poids de corps pour les acides gras saturés, car ils augmentent le risque de maladies cardiovasculaires et de diabète de type 2. J'ai oublié d'évoquer les cancers. Cette recommandation est issue d'une analyse de la littérature sur les impacts des acides gras saturés sur la santé par Eric Trexler dans Mass. Encore une fois. Le GOAT. Donc si jamais les quotas de lipides devaient être dépassés dans un souci de densité calorique pour atteindre son total, on privilégiera les sources de lipides végétales ou issus du poisson, comme dit précédemment. Les glucides seront autant que possible le macronutriment sur lequel jouer pour ajuster le total calorique. Cela en essayant de limiter les sucres libres. L'OMS recommande 10% de l'apport calorique total issu de sucres libres. Maintenant, pour certains dont l'appétit peut être le facteur limitant, on peut probablement envisager des scénarios où on passera un peu au-dessus. Et sucre libre, c'est sucre ajouté plus jus de fruits, miel, ce genre de choses. Pour sortir des macros, il convient également de consommer une certaine quantité de fibres pour entretenir un bon microbiote intestinal d'une part, mais également pour abaisser les taux de mauvais cholestérol et pour leur rôle protecteur contre le cancer colorectal avec une diminution des risques qui continue à augmenter non linéairement avec la consommation. On recommande de viser quelque chose comme 10 à 15 grammes de fibres par 1000 calories. Lié aux fibres vient le sujet des légumes. Les légumes ne sont pas qu'une question de fibres, ni même une question de vitamines. De toute façon, en général, c'est une très mauvaise approche que de considérer les aliments d'une façon aussi minimaliste. On pourrait parler de nitrates, antioxydants ou polyphénols. Je soulève ce point parce que je vois très bien ceux qui pensent qu'ils peuvent substituer leur consommation de fruits et légumes par un multivitamine. Dans la littérature, la supplémentation en multivitamines ne semble pas avoir d'impact positif sur la mortalité toutes causes confondues, ce qui est généralement le cas de toute intervention bénéfique pour la santé. Activité physique, sport, consommation de certains nutriments dans l'alimentation, etc. On peut penser à la biodisponibilité ou à l'effet matrice pour tenter d'expliquer cela. Il y a aussi des cas de figure où des multivitamines sont au mieux inutiles ou au pire peuvent faire plus de mal que de bien. 1. Le cas où ils apportent des nutriments dont il est peu probable de manquer, comme la vitamine C, et qu'ils n'apportent pas assez de ceux dont il est plus probable qu'on ait besoin. Vitamine D, magnésium, ce genre de choses. 2. Beaucoup de multivitamines ne contiennent pas ce que leur étiquette indique. 3. Beaucoup de multivitamines utilisent des formes peu intéressantes en termes de biodisponibilité. Magnésium oxyde, typiquement. 4. On souhaite éviter d'avoir trop de certains nutriments. Le fer, typiquement, peut être dangereux en excès, particulièrement chez les hommes. D'où les recommandations en viande rouge. On y revient. L'OMS recommande de manger 500 grammes de fruits et légumes par jour. Maintenant, si cette recommandation est évaluée pour la population générale, la même qui consommerait environ 2000 kcal par jour et qui est plutôt sédentaire, alors il convient probablement de voir ces recommandations à la hausse afin de considérer les besoins accrus en nutriments d'un corps plus imposant et d'une pratique sportive demandante. En parlant de quotas et limitations, pas plus de 500 grammes de viande rouge par semaine du fait qu'elle est associée à un risque accru de cancer colorectal, du pancréas et de la prostate. Pas plus de 150 grammes de charcuterie par semaine également pour des raisons d'augmentation de risque de cancer. Si l'on en consomme régulièrement, pour des raisons pratiques par exemple, favoriser le jambon blanc et le blanc de poulet ou de dinde car elles contiennent moins de matières grasses et donc d'acides gras saturés. Et sélectionner les versions sans nitrite et allégées en sel. Si vous avez l'impression que cela limite vos options en termes de sources de protéines, bah pas tant que ça en réalité. L'idée c'est de varier vos sources de protéines. Et ce sera aussi l'idée pour tous les autres types d'aliments afin de couvrir un maximum de nutriments et de rendre les repas un
minimum stimulant plutôt que de manger tous les jours et à tous les repas la même chose si cela vous lasse. Pour les protes, comme on l'a déjà dit, manger du poisson est un must, mais il y a toujours la viande blanche, les œufs, les céréales et les légumineuses dont je n'ai pas évoqué la recommandation d'un minimum de 2 portions par semaine. Les légumineuses sont sans doute l'une des catégories d'aliments les plus sous-cotées. Ça contient des glucides complexes, des fibres, un tas de micronutriments, des protéines, et ça peut se consommer sous plein de formes différentes. Soupe, purée, salade, pâtes, mes couilles au bord de l'eau, les pâtes de lentilles corail, là tu connais. Enfin bref, manger des légumineuses. On parlait de sel, pas plus de 5 grammes de sel par jour. Pour le sucre, on a déjà parlé de la recommandation en sucre libre. J'ai bien dit sucre libre car certains aliments complètement sains contiennent naturellement du sucre, notamment les fruits. En suivant ces recommandations, vous devriez pouvoir profiter d'une bonne richesse nutritionnelle tout en limitant les nutriments à l'origine de complications à long terme. Le fait de manger beaucoup ne doit pas justifier d'excès dans les catégories d'aliments plus à risque. Gardez en tête qu'en prise de masse, vous mangez de plus grandes quantités, donc votre exposition absolue à ces mauvais nutriments augmente. Par conséquent, la proportion relative de ceux-ci ne peut pas être la même qu'un total calorique considérablement plus bas. Maintenant, on risque d'être confronté au problème de l'appétit. Les légumes, c'est insane, mais ça prend de la place dans l'estomac pour peu de calories. Les céréales complètes, ça apporte plein de fibres, mais c'est plus demandant sur la digestion. Alors, pour certaines personnes, il faudra considérer d'ingérer une certaine quantité d'aliments hyper palatables, je sais pas comment prononcer en français, qui permettent l'ingestion de beaucoup de calories pour un faible niveau de satiété. Parfois, souvent même, un peu en dépit des qualités nutritives ou santé. On en reparlera juste après, mais j'aimerais que l'on ne culpabilise pas trop si cela ne constitue qu'une faible proportion de la diète générale. Ingérer de bons nutriments est probablement plus important que simplement éviter d'autres aliments moins bons en termes de résultats sur la santé. Par exemple, avoir du potassium et magnésium pour équilibrer le sodium. Avoir des oméga 3 et graisses insaturées apporte tous leurs bénéfices qui occultent un peu la consommation de graisses saturées. Manger des fibres réduit l'impact des graisses saturées sur les maladies cardiovasculaires, etc., etc. On évitera donc à tout prix les assiettes fat de bodybuilder, le classico riz poulet brocoli, car en plus de ne susciter aucun plaisir gustatif, elles sont d'une pauvreté nutritionnelle affligeante et n'apportent donc que très peu côté santé. Activité physique et cardio. Alors je vous ai déjà fait serrer en vous suggérant d'ingérer des aliments à faible densité calorique, comme les fruits et les légumes, ou d'autres à plus grand pouvoir rassasiant comme les céréales complètes pour les fibres. Maintenant je vais vous demander en plus de ça d'augmenter votre dépense calorique. Oui, s'il y a bien quelque chose qui a un fort impact positif sur la santé et qui peut contrebalancer des choix d'alimentation ou un style de vie un peu douteux, c'est l'activité physique. Je vais prendre un exemple purement anecdotique pour que vous saisissiez facilement l'idée, plus que pour la pertinence argumentative. Parmi les pratiquants de sport autres que la musculation, je pense à l'athlétisme, le cyclisme, les sports collectifs, etc., on a une forte représentation d'une population dont le gros des efforts sont orientés vers l'entraînement, mais dont l'alimentation n'est pas vraiment une source d'inquiétude. Et dans une certaine mesure, la simple pratique du sport et de ses bienfaits rend ces personnes en meilleure santé qu'une population sédentaire qui ferait plus attention à son alimentation. Cela étant dit, le but n'est pas non plus de changer de vocation et de se reconvertir dans un autre sport. Déjà, la musculation est extrêmement sous-estimée dans son impact positif sur la santé et couvre une bonne partie de ce que l'on cherche à accomplir. Le but n'est pas non plus de devenir le fameux athlète hybride de la légende. Moi, je suis athlète hybride, chose à laquelle je réponds: l'es-tu vraiment? L'idée est de maximiser les capacités de récupération en couvrant les aspects peu impactés par la musculation, ou ceux qu'une prise de poids pourrait impacter négativement. Le premier aspect est le niveau d'activité physique générale. S'entraîner est un bon début, mais si en dehors des 2 heures que vous passez à la salle, le reste de votre temps est passé assis dans une chaise ou un fauteuil, alors je défendrai que vous êtes plus proche d'un sédentaire que d'un sportif. L'idée est donc d'introduire de l'activité physique sans pour autant introduire un niveau de fatigue qui impacterait la récupération pour les séances d'entraînement. C'est là que peut intervenir la marche, je ne m'étends pas sur les bénéfices spécifiques à cette activité car ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais si votre lifestyle ne vous permet pas d'atteindre un 8000 à 15 000 pas quotidien, alors il est envisageable d'ajouter de la marche. Le nombre de pas est considéré ici principalement comme un proxy pour l'activité physique. C'est le proxy qui parle sans doute au plus grand nombre du fait de la récente popularité de la marche et du fait que vous ayez un téléphone qui compte approximativement les pas pour vous. Cependant, si vous avez un travail un peu physique, que vous avez pas mal de tâches ménagères à faire ou que vous exercez un autre type d'activité physique, il ne sera pas nécessaire de supplémenter d'autant de marche que ça. En réalité, il serait plus pertinent dans ce cas de considérer le MET, l'équivalent métabolique. MET, M-E-T, il permet de mesurer l'intensité d'une activité physique et la dépense calorique associée. En utilisant cette échelle, on pourrait comparer une tâche ménagère ou professionnelle à de la marche. Par exemple, si marcher correspond à un mètre de 4, alors cuisiner, qui est à un mètre de 2, pendant 2 heures, serait équivalent à marcher pendant 1 heure en termes de dépenses caloriques. Je vous conseille de regarder le réel de Gaïs sur le sujet qui donne quelques exemples de tâches ménagères impliquant à peu près le même niveau d'activité physique que la marche. Bien qu'étant un exercice de faible intensité, la marche peut déjà contribuer avec l'entraînement à la salle à améliorer le cardio, notamment si les promenades sont assez longues et que le terrain comporte quelques montées un peu longues et agressives. Maintenant, je ne compterai pas là-dessus pour maximiser l'amélioration de ce côté. C'est pourquoi le deuxième aménagement, qui comme tout ce que j'ai dit dans cette partie ne s'applique pas qu'en prise de masse d'ailleurs, est
est l'introduction d'une activité cardiovasculaire. Non, le cardio ne tue pas vos gains. Cette idée est morte depuis des années, mais dans le doute, on répète. Je sais qu'en France, on a du mal à être à jour sur les informations. Maintenant, en quoi le cardio est-il bénéfique pour un pratiquant de musculation au-delà des aspects de santé générale qui sont déjà une bonne raison en soi? Premièrement, si vos séries de squat ou de deadlift ou n'importe quel autre exo sont limitées par votre cardio à partir d'une certaine fourchette de répétition, alors le système cardiovasculaire limite les gains que vous pourriez faire parce que vous ne pouvez pas mener vos muscles aussi loin dans l'effort que vous le pourriez. Ça, c'était le plus évident. La seconde raison est la récupération entre les séries. Une meilleure condition cardiovasculaire va permettre de mieux récupérer entre vos sets et donc d'avoir des performances qui diminuent moins de série en série. Ou va simplement pouvoir vous permettre de bénéficier de la même récup pour moins de temps et donc de passer moins de temps à la salle, ce qui est cool aussi. Troisième raison, probablement que votre récupération hors entraînement sera meilleure. Un rythme cardiaque au repos moins élevé est corrélé à moins de stress et favorise l'initiation du système nerveux parasympathique à la suite d'une session d'entraînement. Encore une fois, on ne cherche pas à se spécialiser dans une nouvelle discipline, mais à supplémenter son entraînement, donc on prendra certaines mesures. La principale est de gérer l'intensité de façon à créer des adaptations cardiovasculaires tout en limitant le niveau de fatigue que les entraînements emmèneront. La façon dont on gère l'introduction d'une activité cardiovasculaire concurremment à l'entraînement à la salle de sport devra être traitée une autre fois, car cette vidéo est déjà bien trop longue. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est clairement dans l'optimisation des marqueurs de santé pour les gens qui en ont le temps. La pratique de la musculation peut déjà demander pas mal d'organisation et de sacrifices pour quelqu'un ayant un taf ou des études très prenants. Cocher la case de l'activité physique par la marche ou ses équivalents métaboliques, comme évoqué plus tôt, est déjà très bien. Pour certains, rajouter du cardio rendra le bulk plus difficile. Pour d'autres, il se trouve que la hausse d'appétit que ces activités apportent compense, voire même permettent d'excéder la dépense calorique associée à ces activités. Auquel cas, mashallah, faites-le, vous avez le meilleur des deux mondes. Stratégie pour manger plus. Maintenant, je sais que pour pas mal de gens, manger beaucoup est difficile. Et c'est pas en adoptant une diète de daronne qui fait du yoga qu'on arrivera à certains totaux caloriques. Faut se le dire, il y a qu'une certaine quantité de salade et de toast à l'avocat qu'on peut manger. Je vais donc donner quelques stratégies qui peuvent permettre de manger plus et ou d'augmenter le total calorique en limitant autant que possible la demande sur l'appétit. Numéro 1, la fréquence. Le premier conseil, vous le connaissez, c'est de diviser votre total calorique en plusieurs repas et collations. Si vous devez ingérer 4000 kcal et que vous décidez de le répartir sur seulement 2 repas, étonnamment ça va pas être facile. C'est aussi pour cette raison qu'on essaie de limiter le grignotage chez les personnes cherchant à perdre du poids. Maintenant, faut prendre en compte qu'on n'est pas tous des chômeurs, on a un taf ou des études, donc faut concilier le planning avec la nourriture. On peut donc rester sur 3 repas et des collations. Concentrons-nous un peu sur les collations. Idéalement, on voudrait qu'elles ne nécessitent pas un max de préparation, parce qu'on passera déjà assez de temps à meal prep pour les repas principaux. On y reviendra après. Si on doit préparer la collation, on fera en sorte que ce ne soit pas trop long. Si ça peut être préparé à l'avance, du banana bread, des barres de céréales maison, si ça doit être fait le jour même, un smoothie par exemple, des tartines au beurre de cacahuète ou à la pâte à tartiner. Sinon, on peut prendre des aliments directement consommables. Des fruits comme une banane, des fruits secs, des dattes, cranberries, raisins secs, etc. Des noix et oléagineux, du chocolat noir, des olives, qu'on peut accompagner de calories liquides via par exemple une boisson chocolatée type Candy Up ou Cacolac. Ça peut être l'occasion de caler une crème de riz, mais que vois-je? Ne serait-ce pas le code Jimmy Leader 10 qui passe devant nous encore une fois là? Encore? Oh! Option 2, le goût. Ça paraît évident, mais manger quelque chose de goûtu est plus facile à manger que quelque chose de fade. C'est donc une raison supplémentaire d'éviter la bouffe de Doberman type flocon d'avoine simple au lait ou encore riz blanc, blanc de dinde et brocoli sans élaboration dans la recette. Assaisonner le plat serait le strict minimum, mais sinon je vous invite à vous intéresser à la discipline ancestrale assez peu connue, et vous savez... La cuisine! Comme dirait Violette, une assiette n'est pas équilibrée sans plaisir. Bien que tout ne puisse pas être exceptionnel, tous vos repas devraient être un plaisir à déguster, en particulier si vous devez en manger beaucoup et souvent. On a littéralement à disposition des milliers de recettes pour tous les aliments, pour absolument tous les goûts. Maintenant, je sais qu'une infinité de choix possibles rend la recherche et la prise de décision compliquées. Une façon de rendre cela plus simple est de prendre un livre de recettes et de tenter celle qu'il présente, garder celle que l'on aime, passer un autre livre, etc. Ne vous limitez pas aux livres destinés à une population sportive, demandez des conseils à votre mère, pensez à des plats que vous aimez. Il faudra probablement adapter des recettes si celles-ci tendent à utiliser beaucoup de graisses saturées, sel, sucre. Par exemple, remplacer le beurre par de la margarine ou de l'huile, remplacer la crème fraîche ou liquide entière par de la légère, ajuster les quantités de sel, sucre, etc. Avec cette approche, vous pouvez même faire des versions maison de vos fast-food, plus ou moins fréquemment selon la nature des aliments que vous sélectionnez. Vous pouvez utiliser du pain à burger complet, mettre plus de légumes, sélectionner un steak moins gras, de la viande blanche, une alternative végétale. Typiquement, on ne va pas excéder ses quotas de viande rouge et éventuellement de graisse saturée avec des steaks hachés 15% toutes les semaines. Maintenant, le désavantage principal est probablement le temps
que cela vous prendra. Pour cette raison, je vous encourage à faire des sessions de meal prep le week-end où vous cuisinerez de grosses quantités pour couvrir le gros des repas de la semaine, en conservant tout ça au frigo ou au congélo selon la durée durant laquelle ça peut être conservé. Dans une optique de flexibilité, il y a la méthode de phase lift qui consiste à conserver les aliments de façon séparée afin que vous puissiez tout de même choisir sur le moment quelle combinaison d'aliments vous souhaitez manger à l'instant T. Par exemple, vous auriez des tubes de riz et à côté des boîtes de différentes sauces, viande, et vous décideriez de ce que vous voudriez avec votre riz le jour J. Troisième conseil, la texture. Autant que possible, j'encourage à manger des aliments solides. En effet, la digestion commence dans la bouche. La salive contient des enzymes digestives dont la sécrétion est stimulée par la mastication. J'ai donc tendance à penser que pour assimiler au max ce que l'on ingère, il convient de favoriser la présence d'aliments solides dans nos repas. Maintenant, si les concours de bouffe m'ont appris un truc, je regarde jamais de concours de bouffe, mais c'est que passer du temps à mâcher peut faire diminuer l'appétit dans le temps. Dans cette optique, la modification de la forme sous laquelle sont consommés des aliments, ou l'ajout d'aliments qui changent la texture globale d'un repas, peut le rendre bien plus facile à manger. Un exemple tout simple sont les céréales du petit déjeuner. Il est bien plus facile d'en manger en quantité avec du lait que seul. Et le lait, il s'ajoute avec ses propres calories. Dans la même ligne de pensée, on peut ajouter de l'huile d'olive dans certains repas, légumes ou salades. On a aussi les épices, le fromage râpé, la levure nutritionnelle ou les sauces qui permettent de manger plus de riz, pâtes ou semoule. Surtout que beaucoup de sauces ont pour aliment principal des légumes, ce qui permet de faire d'une pierre deux coups. Ce à quoi il faudra se méfier serait éventuellement la teneur en sel pour les sauces se reposant sur les bouillons cubes ou la teneur en graisse saturée pour celles utilisant de la crème fraîche. Utilisez de l'allégé dans ces cas-là. Petit tips comme ça aussi, vous pouvez tout simplement enrouler vos repas dans des tortillas. Vous aurez donc les calories de votre repas plus celles des tortillas en rendant le wrap encore moins difficile à manger que le repas seul. Pour des collations ou le petit déjeuner, on peut penser au yaourt. Je mets dans cette catégorie aussi le fromage blanc, le skyr, etc. Il peut être consommé avec des fruits secs, noix, du muesli, du chocolat noir, des graines de chia par exemple. Et il vient avec ses propres calories, des protéines, du calcium et des probiotiques. Une autre façon de changer la texture d'un aliment est de jouer sur la cuisson. Typiquement, on a l'exemple des pâtes qui cuites plus longtemps, sont plus molles et glissent plus facilement dans le gosio. Ça vaut aussi pour la viande. Une viande bien cuite longtemps va fondre dans la bouche sans trop d'effort. Pour aller encore plus loin dans la transformation, vous l'attendiez, vous pouvez mixer vos aliments. Ça peut être un moyen simple de manger vos fruits et légumes. Soupe et smoothie, que vous mixez le jour même, sont de bonnes options qui permettent de conserver les vitamines, les fibres. Ceux du commerce n'ont pas ces avantages, alors on les évitera. Les smoothies étant plus proches d'un jus de fruits qu'autre chose. Cela ne vaut pas que pour vos fruits et légumes, je pense notamment à l'avoine, mais les plus extrêmes d'entre vous iront jusqu'à mixer des repas complets, viande et tout ce qui va avec. Parenthèse, je rappelle quand même qu'on ne cherchera pas à se reposer uniquement sur les calories liquides. Elles doivent être le dernier recours pour ingérer des calories qu'on n'arriverait pas à avoir par la nourriture solide, mais elles ne doivent pas représenter la majorité de notre alimentation. La capacité à manger une grande quantité de nourriture évolue avec le temps si on la challenge suffisamment. Étant donné que l'on monte les calories de façon conservative, on peut tenter de suivre le rythme du surplus pour que notre capacité à manger solide s'adapte. Lorsque celle-ci ne suit plus, on peut commencer à substituer certains repas par des repas liquides. Donc en gros, à choisir, on prendra toujours le repas solide, mais si l'on est incapable d'atteindre ses calories sans ingérer une partie en liquide, bah on y va. Vous pouvez aussi acheter des aliments à degré de transformation déjà plus élevé à l'achat. Je pense au beurre ou aux purées d'oléagineux, genre beurre de cacahuète, amandes, etc., qui sont plus denses en calories que leur forme originale. Je pense à l'avoine instantanée aussi, qui peut être utilisée pour vos smoothies, avec de la whey d'ailleurs. Tiens, mais ne serait-ce pas le code JimLeader10 pour Broadway, qui repasse devant nos écrans encore une fois. Et shout out à Antoine et à son smoothie du petit déjeuner. Allez, check son réel qui est totalement dans le thème. On a parlé plus haut des boissons chocolatées, on peut aussi mettre les jus de fruits dans cette catégorie. Je mets les jus de fruits dans la catégorie du dernier recours. S'il permet de gagner des calories qui ne seraient juste pas présentes autrement, alors ça vaut le coup d'augmenter un peu le sucre libre pour atteindre son total calorique. Cinquième conseil, je suis plus sûr, cinquième on va dire, hyper palatable food, enfin nourriture hyper palatable, ce dont je parlais tout à l'heure. Vous allez comprendre quand je vais en parler. Si on pousse l'optimisation du goût et de la texture, on peut arriver aux produits transformés, designés par la grande distribution pour nous faire consommer un max. Si on galère côté appétit, c'est quelque chose qui se considère. Maintenant, ces produits sont à évaluer individuellement car la teneur en sucre, sel ou graisse peuvent poser souci. On peut être amené à manger des aliments dits pas ouf pour la santé, mais tout est question de faire en sorte qu'ils n'occupent pas une proportion déraisonnable de ce que l'on mange au quotidien. On parlait tout à l'heure de faire des burgers maison, il n'y a probablement pas à soucier à une fréquence raisonnable, disons une fois par semaine max, à aller manger un repas dans un fast-food pour ceux qui aiment ça. Ça peut être un moyen d'augmenter le nombre de calories moyen de la semaine si les aliments ne sont pas les pires. Par les pires, je pense notamment à l'hérésie qu'est le French tacos qui ne devrait juste pas exister. Voilà, fight me, qu'est-ce que tu vas faire ?
Consommer une fois par semaine avec une certaine considération pour les aliments sélectionnés, pour quelqu'un de sportif qui a ses niveaux d'activité physique, fait son cardio et qui mange bien sur le reste de la semaine, ça ne devrait poser aucun souci sur la santé, selon les prédispositions de chacun. Entre autres, la sensibilité au niveau de cholestérol alimentaire, ce genre de choses. Quotidiennement, on pourra par exemple consommer des aliments comme des céréales au petit déjeuner, qui selon la marque sélectionnée, peut avoir un bon compromis palatabilité santé. Je pense au muesli croustillant sans sucre ajouté, au choc à pic, ce genre de choses. Après, s'il faut aller sur du encore plus sucré pour manger plus, allez, si c'est le seul repas de votre journée qui augmente votre quota de sucre libre, fair enough. On parlait plutôt de collation et de pâtes à tartiner. On verra qu'elles ne sont pas toutes égales, on a donc tout intérêt à s'intéresser à la liste d'ingrédients. Typiquement pour les matières grasses ajoutées, on favorisera celles qui utilisent de l'huile d'olive, de colza ou de tournesol, plutôt que de l'huile de palme ou du beurre. Dans son e-book, Violette compare la pâte à tartiner Nutella à la pâte à tartiner Novi. Étant donné qu'on parle d'aliments transformés, parlons vite fait d'additifs. Beaucoup des risques associés à chaque additif sont spéculatifs. Je recommande de suivre sur Instagram Clément Noblet, Clem le Diète, qui étudie ou étudiait la sécurité alimentaire et les additifs, et qui a une série de réels pour choisir ses aliments en supermarché en fonction de leurs additifs. Conclusion! Avec tout ça, vous devriez avoir tous les éléments pour gérer votre poids et votre diète pour maximiser la prise de muscle. Je tenais à faire cette vidéo parce que je vois trop souvent la prise de masse représentée sur les réseaux par un homme de paille. Il est dit que bulk c'est simplement de devenir gras sans forcément progresser plus, ou qu'être en bulk c'est forcément être dans des surplus caloriques excessifs. Chaque aspect de cette représentation est faux. Comme on l'a vu plus tôt, pour maximiser l'énergie pouvant être allouée à l'entraînement, à sa récupération et à la synthèse de masse musculaire, un surplus calorique est absolument nécessaire. Tous les programmes traditionnellement durs et à haut volume d'entraînement requièrent d'être suivis sur un surplus calorique. Le bulk permet donc de faire plus de progrès. Pareil, on ne devient pas magiquement gras d'un seul coup pendant un bulk. Cela ne devrait pas être une source d'inquiétude. Ça fait sens de s'inquiéter sur des choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, mais il est totalement possible de contrôler le rythme de sa prise de masse ou de réagir lorsque celle-ci s'emballe. Le principe même de se mettre en surplus ou en maintien calorique est d'exercer du contrôle sur son poids et son taux de masse grasse. Au-delà de cela, on a aussi pu voir qu'une vision minimaliste d'un physique musclé comme étant un physique sec pouvait entraîner tout un tas de troubles de l'image du corps et du comportement alimentaire. Ces derniers ayant un impact sur la santé, mais aussi sur les aspects de la vie quotidienne comme les relations sociales ou l'estime de soi. En créant ce genre de narratif, les influenceurs créent et entretiennent ces problèmes et prétendent ensuite pouvoir vous vendre la solution. Soi-disant solution qui ne fait qu'entretenir et renforcer ces croyances négatives. J'espère que j'aurais pu vous aider à prendre du recul sur l'obsession que les réseaux sociaux ont pour les physiques très secs et de remettre en perspective l'impact que cela peut avoir sur vous. J'espère aussi, et c'est peut-être le plus important, que cela vous permettra d'avoir une relation avec votre corps plus saine et une approche de l'alimentation plus durable. J'essaye personnellement et avec UOTS de venir combler le manque d'informations laissé par le feed game, de réparer les dégâts qu'il a causés et d'aider à relever les standards que nous avons pour nous et pour le sport que nous pratiquons. Si cela vous intéresse, je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo et à me suivre, moi et mes partenaires, chez Unshackled Overload sur Instagram. Si vous voulez que l'on vous accompagne dans le cadre d'un suivi et ainsi bénéficier de nos connaissances, compétences et de notre expérience combinée à celle de centaines de personnes que nous avons suivies, alors n'hésitez pas à nous contacter. Cela nous ferait plaisir de vous accompagner dans votre progression. Sur ce, à la prochaine. D'ici là, mangez bien. You have grown very thin, Bosch. Less than a shadow, less than a man.